Ne signez pas ce contrat, j'ai compris ce qu'il a dit en russe, a crié une petite mendiante en faisant irruption dans la réunion d'un millionnaire. Lorsque l'homme d'affaires s'est moqué, disant que les mendiants ne connaissent pas d'autre langue, elle a répondu en cette langue, les laissant sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière jaunâtre de la lampe du salon illuminait le visage pâle de Robert Mitchell, qui luttait pour cacher la douleur qui consumait son corps tout en regardant sa fille Emily étudier avec concentration. L'homme de 42 ans avait beaucoup maigri ces dernières semaines, ses vêtements flottant désormais sur un corps qui dépérissait de jour en jour, mais il refusait de laisser la maladie lui voler les précieux moments qu'il lui restait avec la fillette. Emily, avec ses 12 ans et ses cheveux bruns qui brillaient sous la lumière, ne savait pas que chaque nuit pourrait être la dernière fois qu'elle verrait son père en vie, que chacun de ces mots était un cadeau d'amour désespéré. La modeste maison qui les entourait semblait rétrécir chaque jour, comme si les murs se refermaient en même temps que le temps qui leur restait. « Papa, tu as l'air très fatigué aujourd'hui, veux-tu que je te prépare un thé ?» demanda Emily, remarquant qu'il respirait avec difficulté. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma petite, l'important c'est que tu continues d'apprendre, » répondit Robert, forçant un sourire qui ne pouvait cacher la tristesse dans ses yeux. Robert savait qu'il était en train de mourir, que le cancer s'était propagé au-delà de tout espoir de guérison, mais il refusait de dire la vérité à Emily, celle que le médecin lui avait révélée des semaines auparavant. L'enfant avait déjà perdu sa mère quand elle était bébé, et il ne supportait pas l'idée de préparer consciemment sa fille à une autre perte dévastatrice, préférant utiliser le temps qui leur restait pour l'armer de connaissances et d'amour plutôt que de peur et de tristesse. Chaque soirée d'études était en réalité un adieu déguisé, chaque leçon un héritage désespéré qu'il tentait de graver dans l'esprit de la fillette avant qu'il ne soit trop tard. Les livres éparpillés sur la table étaient les témoins silencieux d'un père luttant contre le temps, transformant chaque minute restante en une occasion de préparer sa fille à un monde cruel qu'elle affronterait bientôt seule. « Tu sais que je t'aime plus que tout au monde, n'est-ce pas ?» dit Robert, la voix tremblant légèrement. « Bien sûr que je le sais, papa, et je t'aime très fort aussi, » répondit Emily, sans se rendre compte que ces mots portaient le poids d'un adieu. La douleur dans la poitrine de Robert s'intensifia, mais il serra les dents et continua à feuilleter le dictionnaire, déterminé à ne pas gaspiller un seul instant qu'il pourrait passer à enseigner quelque chose de précieux à Emily. Il avait soigneusement planifié chaque leçon des dernières semaines, choisissant des connaissances qui pourraient lui sauver la vie lorsqu'il ne serait plus là pour la protéger, des compétences qui pourraient lui ouvrir des portes et créer des opportunités dans un avenir incertain. La fillette observait attentivement chaque mouvement de son père, absorbant non seulement les mots qu'il enseignait, mais aussi la passion avec laquelle il se consacrait à son éducation, sans savoir qu'elle assistait aux derniers efforts d'un homme désespéré pour laisser un héritage d'amour. « N'oublie jamais, ma chérie, que la connaissance est la seule chose que personne ne peut enlever, » dit Robert, luttant contre une vague de vertige. « Pourquoi parles-tu toujours comme ça, papa ? Comme si tu me préparais à quelque chose de mal ?» questionna innocemment Emily. Les mots de sa fille frappèrent Robert comme un coup de poing dans le ventre, et il réalisa que même en essayant de cacher la gravité de la situation, son désespoir transparaissait dans les leçons nocturnes. Emily était une enfant intelligente et perspicace, et bien qu'il s'efforçât de maintenir la normalité, elle commençait à percevoir des signes que quelque chose n'allait pas du tout. L'homme observa le visage angélique de la fillette, ses yeux curieux qui brillaient encore de l'innocence de l'enfance, et sentit son cœur se briser à l'idée de ce que ce serait pour elle de découvrir qu'elle serait bientôt complètement seule au monde. « Ce n'est rien de mal, ma petite polyglotte, » ment-il doucement, utilisant le surnom affectueux qu'il avait créé pour elle. « C'est juste un père qui veut s'assurer que sa fille sera préparée à tous les défis que la vie lui apportera. » Emily se leva de sa chaise et s'approcha de Robert, posant ses petites mains sur son visage avec une tendresse qui remplit les yeux de l'homme de larmes qu'il lutta pour contenir. La fillette avait développé une intuition spéciale pour sentir quand son père avait besoin d'affection, et à ce moment-là, quelque chose en elle lui murmura qu'il traversait une douleur qui allait bien au-delà de la fatigue physique. Robert serra ses mains entre les siennes, sentant à quel point elles étaient petites et délicates, se souvenant du temps où elle n'était qu'un bébé qui tenait dans ses bras. Et maintenant elle se transformait en une jeune femme qui devrait bientôt affronter le monde sans sa protection. « Papa, tu pleures » observa Emily avec inquiétude. « Ce sont des larmes de joie d'avoir une fille si spéciale » répondit doucement Robert en lui embrassant le front. La pièce autour d'eux était remplie de souvenirs précieux. Des dessins qu'Emily avait faits quand elle était petite étaient encore collés au réfrigérateur, des photos d'eux deux souriants décoraient les étagères, et chaque recoin de la maison racontait l'histoire d'un amour pur entre un père et sa fille qui s'était renforcé chaque jour.
Robert regarda autour de lui et ressentit un mélange de gratitude d'avoir eu la chance d'élever cette fille extraordinaire et de désespoir de devoir la quitter. Avant de la voir grandir pleinement. Il avait rêvé d'être présent à sa remise de diplôme, à son mariage, à chaque moment important de sa vie, mais maintenant il savait que son rôle se réduirait à ses derniers moments de préparation. « Émilie, si un jour je ne suis plus là pour prendre soin de toi, » commença-t-il avec hésitation, « je veux que tu saches que tu seras toujours dans mon cœur, » dit-il d'une voix étranglée. « Pourquoi dis-tu ces choses étranges, papa? Tu seras toujours là avec moi » protesta Émilie d'une voix ferme. Robert sentit sa poitrine se serrer en voyant la confiance absolue qu'Émilie plaçait en lui, la certitude enfantine que rien de mal ne pourrait arriver tant qu'ils seraient ensemble. Il savait que cette confiance serait bientôt brisée, que la fillette devrait apprendre de la manière la plus cruelle qui soit que la vie n'est pas toujours juste, que nous perdons parfois les personnes que nous aimons le plus sans avertissement ni préparation adéquate. L'homme lutta contre l'envie de tout lui dire, de la préparer consciemment à ce qui allait arriver, mais décida que quelques moments d'innocence étaient encore trop précieux pour être volés. « Je le dis parce que c'est quelque chose que je ne veux pas que tu oublies, ma chérie, » dit-il, décidant de maintenir l'illusion encore quelques heures. Maintenant, retournons à nos études, nous avons encore beaucoup à apprendre ensemble. Les minutes suivantes se déroulèrent dans une atmosphère chargée d'émotions, Robert s'efforçant de maintenir la normalité tout en sentant son corps s'affaiblir progressivement. Chaque mot qu'il prononçait exigeait un plus grand effort, chaque explication demandait une concentration qu'il avait du mal à maintenir, mais il restait déterminé à transmettre à Émilie tout ce qu'il pouvait avant qu'il ne soit trop tard. La fillette observait attentivement les leçons, mais une partie de son esprit était concentrée sur les changements subtils qu'elle remarquait dans le comportement de son père, sur la façon dont il faisait des pauses pour respirer, sur la pâleur qui s'intensifiait d'heure en heure. « Papa, es-tu sûr de ne pas vouloir aller chez le médecin? Tu n'as pas l'air bien du tout, » insista Émilie avec une inquiétude croissante. « Les médecins ne peuvent pas tout guérir, ma petite, » répondit Robert avec une honnêteté qui le surprit lui-même. La réponse de Robert laissa Émilie encore plus alarmée, et elle commença à réaliser que la situation était peut-être plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. La fillette avait grandi en croyant que son père était invincible, qu'il aurait toujours les réponses et serait toujours là pour la protéger de tout danger, mais maintenant elle commençait à entrevoir la possibilité terrifiante que même lui avait des limites. Robert observa comment la compréhension se formait lentement dans les yeux de sa fille, comment l'innocence commençait à céder la place à une inquiétude plus mûre, et sentit qu'il était peut-être temps de commencer à la préparer subtilement à la réalité. « Émilie, je veux que tu me promettes quelque chose de très important, » dit-il en lui tenant fermement les mains. « N'importe quoi, papa, je le promets, » répondit-elle immédiatement, sans hésitation. Robert prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour planter la graine d'une leçon qui, espérait-il, la soutiendrait dans les moments difficiles à venir. Il savait qu'il ne pouvait pas tout lui dire à ce moment-là, mais il devait commencer à l'armer mentalement pour l'indépendance forcée qui approchait, pour les défis qu'elle affronterait lorsqu'elle découvrirait qu'elle était complètement seule au monde. La promesse qu'il s'apprêtait à lui demander serait comme un phare dans l'obscurité, un rappel constant de ses valeurs et de ses enseignements quand elle aurait le plus besoin de conseils. « Promets-moi que tu utiliseras toujours tes talents pour aider les autres, en particulier ceux qui ne peuvent pas se défendre, » dit-il solennellement. « Je te le promets, papa. » « Mais pourquoi est-ce si important pour toi maintenant ?» questionna Émilie, sentant le poids inhabituel du moment. La question de sa fille résonna dans l'esprit de Robert comme un signal d'alarme, lui rappelant qu'il était trop transparent dans son désespoir, que son urgence effrayait l'enfant qu'il essayait de protéger. Il lutta pour faire un peu machine arrière, pour retrouver le ton plus léger qu'il avait maintenu pendant des années d'éducation aimante, mais il savait que le temps pressait et que chaque instant perdu était une occasion de préparation manquée. La douleur dans sa poitrine s'intensifia de nouveau, accompagnée d'une sensation de vertige qui le fit s'agripper au bord de la table pour garder l'équilibre. « C'est important parce que le monde a besoin de bonnes personnes comme toi, » expliqua-t-il, luttant contre la faiblesse croissante. « Et je veux m'assurer que tu n'oublieras jamais de faire une différence dans la vie des autres, » dit-il. Émilie observa comment son père luttait visiblement contre quelque chose qui allait bien au-delà de la fatigue normale, comment il s'agrippait à la table avec des doigts qui tremblaient d'effort, et un sentiment de panique commença à se former dans sa jeune poitrine. Elle avait passé toute sa vie à croire que Robert était une force constante et inébranlable dans son existence, mais maintenant elle était confrontée à des signes indéniables qu'il était en fait vulnérable et mortel. La fillette se leva rapidement et passa son bras autour des épaules de son père, essayant d'offrir un soutien physique même si elle ne comprenait pas entièrement ce qui se passait. « Papa,
tu me fais peur, admit-elle d'une voix tremblante. Je dois aller à l'hôpital avec toi, tout de suite. Robert regarda le visage inquiet d'Émilie et ressentit un mélange de fierté d'avoir élevé une fille si attentionnée et de désespoir de savoir qu'elle devrait bientôt porter seule cette compassion à travers le monde. Il avait espéré avoir plus de temps, plus de soirées d'études tranquilles, plus d'occasions de la préparer progressivement à l'indépendance, mais son corps trahissait ses plans et forçait un adieu prématuré. La pièce autour d'eux sembla tourner légèrement, et il sut qu'il ne pourrait plus cacher son état bien longtemps. « Peut-être que tu as raison », admit-il à contre-cœur, sentant que les mots lui coûtaient un effort énorme. « Mais avant ça, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de très important sur la vie, dit-il. » L'urgence dans la voix de Robert fit qu'Émilie cessa d'essayer de le convaincre d'aller à l'hôpital immédiatement et accorda toute son attention à ce qu'il s'apprêtait à dire. La fillette pouvait sentir que ce moment était différent de tous les autres, que les mots qu'il prononcerait ne seraient pas juste une autre leçon éducative, mais quelque chose qui marquerait sa vie à jamais. Elle s'agenouilla à côté de sa chaise, le regardant droit dans les yeux qui brillaient d'une intensité désespérée, et se prépara à absorber chaque mot comme s'il s'agissait d'un trésor. Parfois, les gens que nous aimons doivent partir plus tôt que nous le voudrions, commença Robert d'une voix tremblante. Mais l'amour que nous partageons ne meurt jamais. Il vit pour toujours dans nos cœurs et dans les leçons que nous apprenons ensemble. Les mots de Robert frappèrent Émilie comme une révélation terrifiante, et elle commença enfin à comprendre que son père essayait peut-être de lui dire au revoir, que cette nuit était peut-être vraiment spéciale pour des raisons qu'elle ne voulait pas accepter. La fillette sentit ses yeux se remplir de larmes mais lutta pour les contenir, essayant d'être forte pour son père qui traversait manifestement une douleur inimaginable. Elle lui serra fermement les mains, comme si elle pouvait le maintenir ancré à la vie par le toucher, comme si son amour suffisait à guérir n'importe quelle maladie qui le consumait. « Papa, tu ne peux pas me quitter », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je ne sais pas comment vivre sans toi », dit-elle. L'aveu désespéré d'Émilie brisa le cœur de Robert en 1000 morceaux, et il laissa enfin les larmes qu'il avait retenues couler librement sur son visage. Il attira sa fille dans une étreinte serrée, sentant à quel point elle était petite et fragile contre sa poitrine, se souvenant de toutes les fois où il avait consolé ses peurs enfantines avec la promesse qu'il serait toujours là pour la protéger. Maintenant, il était contraint de rompre cette promesse de la manière la plus cruelle qui soit, la laissant affronter un monde dangereux et incertain avec pour seules armes les leçons qu'il avait réussi à lui enseigner au cours de leurs quelques années ensemble. « Tu es plus forte que tu ne l'imagines, ma petite polyglotte », murmura-t-il à son oreille. « Et tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis, vit en toi maintenant. » Les minutes suivantes se passèrent dans une étreinte silencieuse, père et fille s'accrochant l'un à l'autre comme s'ils pouvaient arrêter le temps par la force de leur lien. Robert sentait son corps s'affaiblir rapidement, la douleur se propageant dans chaque fibre de son être, mais il ressentait aussi une étrange sensation de paix, sachant qu'il avait réussi à transmettre à Émilie les valeurs et les connaissances les plus importantes. La fillette pleurait silencieusement contre sa poitrine, luttant toujours pour accepter la réalité qui se déroulait devant elle, mais absorbant aussi chaque instant restant avec le père qu'elle aimait plus que la vie elle-même. « Quoi qu'il m'arrive, tu auras toujours une partie de moi vivant dans ton cœur », murmura Robert d'une voix de plus en plus faible. « Je serai forte, papa, je te le promets », répondit Émilie entre deux sanglots. Robert ressentit un sentiment de plénitude en entendant la promesse de sa fille, comme s'il avait accompli sa plus importante mission de père. Il avait réussi à planter les graines de la force et de la compassion dont elle aurait besoin pour survivre et s'épanouir, il avait armé son esprit de connaissance qui pourrait la sauver dans les moments de danger. Plus important encore, il avait rempli son cœur de suffisamment d'amour pour toute une vie. La douleur dans sa poitrine s'intensifia dramatiquement, et il sut que le moment final approchait plus vite qu'il ne l'avait prévu. « Émilie » dit-il avec une urgence croissante, essayant de s'accrocher à la conscience encore quelques précieuses minutes. « Appelle une ambulance, maintenant. Mais souviens-toi que quoi qu'il arrive, je serai toujours fier de toi. » Émilie courut au téléphone, les larmes coulant sur son visage, les mains tremblantes alors qu'elle composait le numéro d'urgence. Elle pouvait entendre la respiration laborieuse de son père en arrière-plan, chaque son étant un rappel terrifiant qu'elle perdait la personne la plus importante de sa vie. La fillette lutta pour expliquer la situation à l'opérateur, la voix brisée par l'émotion mais déterminée à obtenir de l'aide pour Robert avant qu'il ne soit trop tard. Quand elle termina l'appel, elle retourna en courant à ses côtés et lui prit la main, sentant à quel point elle était froide et tremblante. « L'ambulance arrive, papa », dit-elle d'une voix désespérée. « Tu vas t'en sortir, tu dois t'en sortir », conclut-elle.
Robert regarda le visage courageux d'Émilie et ressentit une dernière vague de fierté paternelle, voyant comment elle luttait pour être forte même au milieu de la plus grande crise de sa jeune vie. Il savait que l'ambulance n'arriverait pas à temps pour le sauver, que son corps avait atteint sa limite et cédait enfin à la maladie qui le consumait depuis des mois, mais il savait aussi qu'il avait réussi à donner à sa fille les outils nécessaires pour affronter ce qui allait suivre. La pièce autour d'eux commença à s'assombrir sur les bords de sa vision, et il ressentit une étrange sensation de légèreté, comme s'il était libéré d'un poids qu'il avait porté pendant longtemps. « Ma petite polyglotte » murmura-t-il avec une difficulté croissante. « Utilise ton don pour faire le bien dans le monde » demanda-t-il. « Je le ferai, papa, je te promets que je le ferai » répondit Émilie en lui serrant la main avec une force désespérée. Lorsque les ambulanciers arrivèrent enfin à la modeste maison, ils trouvèrent Émilie agenouillée à côté de son père, lui tenant toujours la main et lui murmurant des mots d'encouragement en plusieurs langues différentes, comme si elle croyait que sa capacité linguistique pouvait d'une manière ou d'une autre le ramener à la vie. Robert était inconscient, sa respiration dangereusement faible, et les professionnels de la santé travaillèrent rapidement pour le stabiliser avant de le transporter à l'hôpital. La fillette refusa de lâcher sa main pendant tout le trajet en ambulance, observant chaque mouvement des ambulanciers et priant silencieusement pour un miracle. « Il va s'en sortir, n'est-ce pas » demanda-t-elle à l'un des ambulanciers avec un espoir désespéré. « Nous ferons tout ce que nous pourrons » répondit l'homme, évitant de donner une réponse définitive qui pourrait briser complètement le cœur de l'enfant. À l'hôpital, Émilie fut forcée d'attendre à l'extérieur pendant que les médecins se battaient pour sauver Robert, et elle passa les plus longues heures de sa vie à arpenter les couloirs stériles, alternant entre l'espoir et le désespoir. La fillette essaya d'utiliser ce temps pour traiter tout ce qui s'était passé cette nuit-là, tous les mots étranges de son père, toutes les leçons qui semblaient chargées d'un sens supplémentaire, tous les signes qu'elle avait manqués ou ignorés. Lorsqu'un médecin s'approcha enfin d'elle avec une expression grave, elle sut instinctivement que ses pires soupçons étaient sur le point d'être confirmés. « Je suis désolé, ma chérie. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais ton père était très malade, » dit doucement le médecin. « Peut-il m'entendre si je lui parle » demanda Émilie d'une petite voix. Le médecin hocha la tête avec compassion et conduisit Émilie dans la chambre où Robert était allongé, connecté à des machines qui surveillaient ses fonctions vitales de plus en plus faibles. La fillette s'approcha du lit et prit de nouveau la main de son père, sentant à quel point elle était froide, mais c'était toujours la même main qui avait guidé son éducation, qui avait séché ses larmes, qui avait tenu la sienne pendant tous les moments importants de sa vie. Robert ouvrit les yeux avec effort en entendant sa voix, et un dernier faible sourire se forma sur ses lèvres en voyant le visage bien-aimé de sa fille. « Je t'aime tellement, ma fille. Je t'aimerai pour toujours » murmura-t-il en plusieurs langues, comme une dernière leçon et une bénédiction. « Je t'aimerai toujours, papa, je te le promets » répondit Émilie, sentant que ce seraient les derniers mots qu'ils échangeraient. Robert ferma les yeux pour la dernière fois, une expression de paix sur le visage, sachant qu'il avait accompli sa plus importante mission de père. Émilie resta un moment près du lit, incapable d'accepter que la personne la plus importante de sa vie était partie pour toujours, la laissant complètement seule dans un monde qui semblait soudainement vaste et terrifiant. Lorsque les infirmières l'emmenèrent enfin, elle découvrit qu'elle n'avait pas de parents proches, que la maison où elle avait grandi serait vendue pour payer les dettes médicales, et que dans quelques jours, elle se retrouverait à la rue, sans aucune protection ni soutien. Son père avait essayé par tous les moyens de trouver des solutions pour aider sa fille, prêt, financement, confier la garde à des amis, mais il s'était heurté à une impasse pour chacun de ses problèmes. « Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ?» demanda-t-elle à l'assistante sociale qui avait été appelée. « Nous essaierons de trouver une famille qui puisse prendre soin de toi, » répondit la femme, mais Émilie pouvait voir dans ses yeux que les chances étaient minces. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Émilie avait perdu tout ce qu'elle connaissait au monde, et maintenant elle se retrouvait accroupie sur le trottoir froid devant l'imposant immeuble de bureau, ses vêtements sales et déchirés contrastant radicalement avec l'élégance de l'environnement. La fillette de 12 ans tenait une petite tasse en papier dans ses mains tremblantes, observant comment les gens bien habillés passaient devant elle sans même la regarder, comme si elle était invisible ou faisait partie du paysage urbain qu'ils avaient appris à ignorer. Ses cheveux bruns, qui brillaient autrefois sous les soins affectueux de son père, étaient maintenant emmêlés et sans vie, et ses vêtements portaient l'odeur âcre de quelqu'un qui avait dormi dans des ruelles humides et s'était nourri de restes trouvés dans les poubelles. Le contraste entre sa vie antérieure, pleine d'amour et d'apprentissage, et sa réalité actuelle était si brutal que cela semblait encore un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. « S'il vous plaît, juste quelques pièces pour manger, juste un peu d'aide, s'il vous plaît » marmonnait-elle à chaque personne qui passait,
luttant contre la fierté qu'elle avait héritée de son père. L'immeuble derrière elle s'élevait comme une tour de verre et d'acier, reflétant le ciel gris de l'après-midi et symbolisant un monde de richesse et de pouvoir qui semblait exister dans une dimension complètement différente de la sienne. Émilie avait choisi cet endroit non par hasard, mais parce qu'elle avait observé que les personnes qui sortaient de cet immeuble portaient des vêtements chers et conduisaient des voitures de luxe, ce qui augmentait ses chances d'obtenir une certaine générosité. Cependant, une semaine entière de mendicité lui avait appris que la richesse ne s'accompagnait pas toujours de compassion, que souvent les personnes les plus riches étaient celles qui évitaient le plus le contact visuel avec ceux qui avaient besoin d'aide. Ses petites mains étaient rouges et enflées par le froid, et elle les frottait constamment, essayant de maintenir la circulation, se souvenant comment son père avait l'habitude de les réchauffer entre les siennes lorsqu'ils étudiaient les soirs d'hiver. Si papa pouvait me voir maintenant, il aurait le cœur brisé. Mais il m'a appris à être forte et je survivrai à ça, pensa-t-elle, retenant ses larmes. Le mouvement des personnes autour de l'immeuble s'intensifia à mesure que la journée avançait, cadres et employés allant et venant à un rythme effréné qui parlait de vie trop occupée et importante pour remarquer une enfant orpheline assise sur le trottoir. Émilie avait appris à lire les signes des personnes qui approchaient. Celles qui marchaient en regardant droit devant elle avec une expression fermée s'arrêtaient rarement, tandis que celles qui regardaient autour d'elle avec curiosité montraient parfois une certaine compassion. Elle avait également découvert que les plus jeunes étaient plus susceptibles d'aider, peut-être parce qu'ils n'avaient pas encore développé la carapace d'indifférence que la vie urbaine a tendance à créer. Son estomac gargouillait constamment, un rappel douloureux qu'elle n'avait mangé que quelques morceaux de pain trouvés dans la poubelle d'une boulangerie le matin précédent. Peut-être que si je m'assois plus près de l'entrée, ou si je souris plus, même quand je n'en ai pas envie, pensa-t-elle, observant le flux de personnes. Au cours des jours précédents, Émilie avait fait face à des situations qu'aucun enfant ne devrait vivre, dormir dans des ruelles sombres, entendre des bruits étranges qui la terrifiaient, rivaliser avec d'autres sans-abri pour de la nourriture et un espace sûr, et apprendre à distinguer ceux qui pouvaient l'aider de ceux qui représentaient un danger. La fillette avait découvert que son apparence jeune et vulnérable attirait parfois une attention non désirée, la forçant à développer des instincts de survie qui entraient en conflit avec l'éducation raffinée qu'elle avait reçue de son père. Elle essayait de garder vivant les enseignements de Robert, pratiquant mentalement le vocabulaire dans différentes langues pour ne pas oublier, mais la faim et la fatigue constante rendaient difficile le maintien de la concentration nécessaire aux exercices intellectuels. Papa disait toujours que la connaissance était la seule chose que personne ne pouvait me voler, mais c'est difficile de penser en français quand on meurt de faim, se murmura-t-elle. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, et Émilie savait qu'elle devrait bientôt trouver un endroit sûr pour passer une autre nuit dans la rue. Elle avait identifié quelques endroits où d'autres sans-abri se rassemblaient, mais en tant qu'enfant, elle se sentait vulnérable et préférait se cacher seule, même si cela signifiait affronter le froid et la peur de l'obscurité sans aucune protection. La perspective d'une autre nuit solitaire et terrifiante lui fit serrer le poing autour de sa tasse de mendicité, qui ne contenait que quelques pièces, insuffisantes pour acheter un repas décent. Elle observait les lumières qui commençaient à s'allumer dans l'immeuble derrière elle, imaginant la vie confortable des personnes qui y travaillaient, les familles qui les attendaient dans des maisons chaudes, les tables abondantes qu'elle partagerait ce soir-là. Aurais-je un jour de nouveau un foyer, ou passerai-je le reste de ma vie comme ça, à mendier des miettes ? Se demanda-t-elle, sentant le poids de la solitude. C'est alors que les portes vitrées de l'immeuble s'ouvrirent et qu'un homme d'environ 40 ans en sortit, vêtu d'un élégant costume sombre et portant une mallette en cuir qui parlait de succès et de stabilité. Alexander Thompson avait les cheveux noirs bien coupés, légèrement grisonnants sur les tempes, et une posture qui dénotait confiance et autorité. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Émilie, accroupie sur le trottoir, son expression, durcie par les affaires de la journée, s'adoucit instantanément. Il s'arrêta brusquement, clairement touché par la vue d'un enfant dans des circonstances si désespérées, et Émilie put voir dans ses yeux une compassion sincère qui lui fit ressentir une lueur d'espoir pour la première fois depuis des jours. L'homme regarda autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un de responsable de la fillette, peut-être des parents ou des tuteurs, mais ne trouva que la dure réalité d'un enfant complètement seul au monde. « Est-ce que ça va, petite ? Où sont tes parents ? » demanda-t-il, s'abaissant pour être à sa hauteur. La simple question frappa Émilie comme un coup de poing dans le ventre, ramenant toutes les émotions qu'elle avait essayé de refouler pendant sa semaine dans la rue. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle lutta pour contenir, ne voulant pas paraître faible devant quelqu'un qui pourrait l'aider, mais incapable aussi de cacher complètement la douleur que la question avait réveillée. Alexander réalisa immédiatement qu'il avait touché une blessure profonde.
et son expression d'inquiétude s'intensifia en voyant comment la fillette luttait pour garder son sang-froid face à une tragédie manifestement très récente et dévastatrice. Il tendit prudemment la main, comme s'il approchait d'un animal blessé, et Émilie put sentir la sincérité dans ses gestes, une gentillesse qui lui rappelait vaguement l'affection qu'elle recevait de son père. « Mon père est mort la semaine dernière. Maintenant, je n'ai plus personne au monde, » dit-elle d'une voix brisée, laissant enfin une larme couler sur son visage sale. L'aveu d'Émilie émut clairement Alexander en profondeur, et il ferma les yeux un instant, comme pour traiter la tragédie qu'il venait d'entendre. Quand il les rouvrit, il y avait dans son regard une détermination qui parlait de quelqu'un habitué à résoudre les problèmes et à aider les gens, quelqu'un qui ne pouvait pas simplement passer devant un enfant dans le besoin sans faire quelque chose de concret pour l'aider. Il sortit son portefeuille de la poche intérieure de sa veste et en retira plusieurs billets, plus d'argent qu'Émilie n'en avait vu de toute sa semaine dans la rue. Mais au-delà de l'argent, il commença à enlever son propre manteau, un pardessus en laine sombre, manifestement cher et de bonne facture. « Tiens, prends ça, et cet argent devrait suffire pour quelques repas chauds et peut-être un endroit où dormir pour quelques nuits, » dit-il, plaçant le manteau sur les épaules tremblantes de la jeune fille. Le geste d'Alexander était si inattendu et généreux qu'Émilie en resta momentanément sans voix, s'enveloppant dans le manteau qui portait encore la chaleur de son corps et un parfum doux qui lui rappelait la sécurité et la stabilité. Le tissu était doux et chaud, un contraste saisissant avec les vêtements rêches et sales qu'elle portait depuis une semaine, et pour la première fois depuis la mort de son père, elle se sentit protégée et prise en charge, même si ce n'était que pour un instant. Elle regarda l'argent dans ses mains tremblantes, une somme qui représentait plus qu'un espoir, elle représentait la possibilité de survivre quelques jours de plus, peut-être même assez de temps pour trouver une solution plus permanente à sa situation. L'homme resta accroupi devant elle, les yeux pleins d'une compassion et d'une inquiétude sincère, comme si sa douleur devenait la sienne pour quelques instants. « Merci beaucoup, monsieur. Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour moi, » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Alexander resta silencieux pendant quelques instants, traitant clairement l'information et formulant peut-être une sorte de plan pour aider de manière plus substantielle. Mais il savait que les complications juridiques liées à l'aide d'un mineur non accompagné étaient complexes. Il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder qui suggérait une expérience personnelle de la perte ou de la souffrance, une compréhension profonde de la douleur qui allait au-delà de la simple sympathie superficielle. Il observa comment elle absorbait chaque mot, comment elle pratiquait la prononciation avec détermination, comment elle posait des questions intelligentes qui démontraient sa profonde compréhension des concepts. Il voulait faire plus, mais comprenait aussi les limites de ce qu'un étranger pouvait faire pour un enfant orphelin sans impliquer les autorités. « Je suis Alexander. Comment t'appelles-tu, ma chérie ? Es-tu sûr qu'il n'y a pas de parents ou d'amis de la famille qui puissent s'occuper de toi ?» demanda-t-il d'une voix douce, essayant clairement d'établir une sorte de lien personnel. La question ramena la cruelle réalité de la situation d'Émilie, lui rappelant que même l'extraordinaire gentillesse d'un étranger ne pouvait effacer le fait qu'elle était complètement seule au monde. Elle secoua la tête tristement, pensant à l'assistante sociale qui avait promis de chercher une famille adoptive mais n'avait manifestement pas beaucoup d'espoir de succès, aux dettes qui avaient consumé tous les biens que son père avait laissés, à l'absence totale de parents ou d'amis proches qui pourraient prendre sa garde. Alexander observa comment elle traitait la question, voyant la profonde tristesse qui traversait ses jeunes yeux, et sentit son cœur se serrer à l'idée qu'un enfant si jeune affronte le monde complètement seul. « Je m'appelle Émilie, et je n'ai vraiment personne. Mon père était tout ce que j'avais au monde, » dit-elle, sa voix gagnant un peu plus de force en prononçant le nom que son père avait choisi pour elle. Substantiel, mais il décida qu'il pourrait s'attirer des ennuis s'il s'impliquait dans une telle situation. Les autorités étaient mieux préparées, tout comme les refuges, pour s'occuper de filles comme elle. Alors, lui disant au revoir le cœur brisé, il se dirigea vers sa voiture. Quelques minutes seulement après le départ d'Alexander, Émilie remarqua deux hommes qui s'approchaient de l'immeuble, marchant avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait les lieux. Il y avait quelque chose dans leur façon de bouger, dans la manière dont leurs yeux examinaient les environs avec une attention calculée, qui éveilla immédiatement les instincts de survie qu'elle avait développés pendant sa semaine dans la rue. Ils étaient clairement étrangers, avec des traits slaves marqués et des vêtements chers, mais légèrement décalés par rapport à la norme locale, et lorsqu'ils commencèrent à se parler, elle reconnut immédiatement la langue comme étant du russe. Pour eux, elle n'était qu'une autre mendiante invisible dans le paysage urbain, quelqu'un de si insignifiant qu'elle ne méritait même pas un second regard alors qu'il passait devant elle en direction de l'entrée de l'immeuble. « Dmitri, es-tu sûr qu'Alexander acceptera la réunion ?» demanda l'homme le plus grand en russe. «
Alexei a dit qu'il n'avait pas le choix. Notre proposition est irrefusable, et après la signature, eh bien, le champagne s'occupera du reste, répondit le premier avec un sourire froid. Le sang d'Émilie se glaça lorsqu'elle comprit que les deux hommes discutaient de quelque chose en rapport avec un certain Alexander, le mentionnant par son nom et faisant des références à des plans et à du champagne qui n'étaient manifestement pas des conversations d'affaires normales. Ses années d'études avec son père lui avaient donné une parfaite maîtrise du russe, et chaque mot qu'elle entendait augmentait son sentiment d'alarme lorsqu'elle réalisa qu'il parlait du même homme qui venait de lui montrer une telle gentillesse. Ils s'arrêtèrent près de l'entrée de l'immeuble, se positionnant à une distance qui permettait une conversation privée mais assez proche pour qu'elle puisse entendre clairement leurs paroles, la traitant comme une partie invisible du paysage urbain. Le premier, un homme de taille moyenne aux cheveux blonds et aux yeux froids comme la glace, gesticulait vivement tout en parlant de détails spécifiques d'un plan, et le second, plus grand et brun, avec une cicatrice presque imperceptible sur la joue droite, écoutait attentivement et confirmait occasionnellement les détails. Le poison dans le champagne simulera parfaitement une crise cardiaque. Après qu'il aura signé les documents de transfert, nous trinquerons à l'accord et il ne sera plus jamais un problème, continua Dmitri en russe. La réalité de la situation frappa Émilie comme une avalanche, et elle réalisa qu'elle se retrouvait dans une position unique et terrifiante. Elle était probablement la seule personne au monde qui pouvait sauver Alexander, mais elle était aussi une orpheline de 12 ans sans crédibilité ni pouvoir pour convaincre qui que ce soit qu'un crime aussi élaboré était sur le point de se produire. Elle observa le visage bienveillant de l'homme qui lui avait donné de l'espoir et des ressources pour survivre, sachant que dans quelques heures, il pourrait être mort si elle ne trouvait pas un moyen d'intervenir. Les enseignements de son père sur l'utilisation de ses talents pour protéger les innocents résonnèrent dans son esprit, et elle sut qu'elle ne pouvait pas simplement prendre l'argent et le manteau et partir, sachant qu'elle abandonnait quelqu'un à la mort. Alexei, à quelle heure exactement la réunion est-elle prévue? Demanda Dmitri en russe, consultant une montre chère à son poignet. 8 heures, dans son bureau au 40e étage. Il pense que nous allons discuter d'un investissement dans une œuvre de charité internationale, répondit Alexei. La position d'Émilie lui permit de capter clairement leurs paroles alors qu'ils confirmaient les détails du crime, y compris l'heure exacte de la réunion et la méthode spécifique qu'ils utiliseraient pour administrer le poison. Le champagne d'Homme Pérignon est préparé, une dose suffisante pour simuler une crise cardiaque en moins de 10 minutes, et personne ne se doutera de rien, dit Alexei en russe, soulevant légèrement la boîte. La confirmation finale du plan de meurtre fit frissonner Émilie, non seulement de froid, mais d'un mélange de peur et de détermination qui lui rappela les moments les plus intenses de ses études avec son père. Elle savait qu'elle était sur le point d'affronter la situation la plus dangereuse de sa jeune vie, essayant de sauver quelqu'un des mains de criminels professionnels en utilisant uniquement son intelligence et son courage contre des adversaires infiniment plus puissants et expérimentés. Cependant, elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas vivre avec elle-même si elle s'enfuyait simplement et laissait Alexander mourir, surtout après l'extraordinaire gentillesse qu'il lui avait montrée à un moment où elle avait le plus besoin de compassion humaine. La fillette tenta de se déplacer discrètement vers une meilleure position, mais dans le processus, heurta accidentellement une poubelle qui fit un bruit métallique sur le trottoir silencieux. Le bruit fit que les deux hommes se tournèrent instantanément vers le son, et Émilie sentit son cœur s'arrêter lorsque les yeux froids de Dmitri se fixèrent directement sur elle. Pendant un terrible instant, il y eut un silence absolu alors que les trois se regardaient, et elle put voir le moment exact où le soupçon se forma dans l'esprit des criminels. Une fille sale qui aurait dû être invisible avait fait du bruit au mauvais moment, trop près d'une conversation qui pourrait les détruire si elle était comprise. Alexei dit quelque chose à voix basse en russe à Dmitri, qui hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais le visage terrifié d'Émilie alors qu'il évaluait si elle représentait une menace réelle pour leur plan soigneusement élaboré. « Papa, je sais que tu me regardes. Aide-moi à trouver un moyen d'utiliser les dons que tu m'as enseignés pour sauver quelqu'un qui mérite de vivre, murmura-t-elle au ciel qui s'assombrissait. C'est à ce moment crucial que la prise de conscience frappa les trois simultanément. Elle avait été assez proche pour tout entendre, il savait qu'elle avait entendu, et maintenant sa propre vie était en danger de mort, au-delà de la menace qui pesait sur Alexander. Le moment de reconnaissance mutuelle transforma instantanément la situation d'observation passive en danger actif et immédiat, et Émilie sentit son cœur s'emballer lorsqu'elle réalisa qu'elle était elle-même devenue une cible pour les criminels. Dmitri commença à marcher délibérément vers elle, son expression passant du soupçon à une froide détermination, tandis qu'Alexei le suivait, clairement prêt à éliminer un témoin gênant avant qu'elle ne puisse interférer avec leur plan. La fillette comprit instantanément que non seulement la vie d'Alexander était en jeu,
mais que sa propre survie dépendait maintenant de sa capacité à échapper à 2 tueurs professionnels qui n'hésiteraient pas à la faire taire de manière permanente. « Tu penses que cette fille a compris ce que nous disions » demanda Alexei en russe, la voix chargée d'inquiétude. « Nous ne pouvons pas prendre de risques. »« Si elle a compris le russe, alors elle sait tout, » répondit Dmitri, commençant à se diriger vers elle. « Attrapez la fille, elle a tout compris » cria Dmitri lorsqu'il réalisa qu'elle avait compris le danger et commençait à bouger. Le cri de Dmitri déchira l'air de l'après-midi comme un coup de feu, et Émilie sentit une poussée d'adrénaline parcourir son petit corps lorsqu'elle comprit que sa vie dépendait désormais de sa vitesse et de sa connaissance des rues qu'elle avait acquises pendant une semaine de survie. Elle pivota sur ses talons et se mit à courir dans la direction opposée de l'immeuble, ses pieds nus martelant l'asphalte froid tandis qu'elle entendait les pas lourds des 2 hommes russes derrière elle, résonnant entre les bâtiments comme le son d'une condamnation à mort imminente. La fillette avait passé des jours à explorer chaque ruelle, chaque passage étroit, chaque cachette possible du centre-ville. Et maintenant cette cruelle expérience allait devenir sa seule chance de survie contre 2 adultes déterminés à la faire taire pour toujours. Le manteau d'Alexander volait derrière elle comme une cape alors qu'elle courait, et elle serrait fermement l'argent qu'il lui avait donné, sachant qu'elle ne pouvait perdre ni l'un ni l'autre si elle voulait avoir une chance de le sauver. « Ils ne peuvent pas m'attraper. Je connais ces rues mieux qu'eux », se murmura-t-elle, respirant avec difficulté. Émilie tourna brusquement à gauche dans une rue latérale, ses petites jambes l'emportant à travers une ruelle étroite dont elle savait qu'elle menait à une zone de marché où elle pourrait se fondre dans la foule des acheteurs et des vendeurs qui travaillaient encore tard dans l'après-midi. Derrière elle, elle pouvait entendre Alexei crier des instructions à Dmitri, coordonnant la poursuite comme des chasseurs expérimentés qui n'avaient aucune intention de laisser leur proie s'échapper, et le son de leurs pas se rapprochait à chaque seconde. La fillette sauta par-dessus une pile de cartons qui bloquait partiellement la ruelle, utilisant son agilité juvénile pour naviguer à travers des obstacles qui, espérait-elle, retarderaient ses poursuivants adultes de quelques précieuses secondes. Lorsqu'elle atteignit la fin de la ruelle, elle jeta un rapide coup d'œil en arrière et vit Dmitri trébucher sur les cartons, lui faisant gagner quelques mètres précieux d'avance qui pourraient faire la différence entre la vie et la mort. « Ils sont plus rapides que moi, mais je suis plus petite et je connais des endroits où ils ne peuvent pas me suivre. » pensa-t-elle, repérant l'entrée du marché devant elle. Je dois atteindre les étals avant qu'il ne me rattrape. Le marché était dans son agitation typique de fin d'après-midi, avec des vendeurs criant des offres de fruits et légumes tandis que les acheteurs se déplaçaient entre les étals dans un chaos organisé qui offrait à Émilie exactement le type de couverture dont elle avait besoin pour disparaître. Elle plongea dans la foule, esquivant les paniers d'achat et les charrettes, utilisant sa petite taille pour se faufiler dans des espaces que les adultes auraient du mal à naviguer. Les cris frustrés d'Alexei et de Dmitri résonnaient derrière elle, luttant clairement pour suivre un enfant agile à travers la confusion de personnes et de marchandises qui dominait l'endroit. Émilie passa en courant devant un étal de poissons, l'odeur forte masquant temporairement sa piste, puis s'accroupit derrière une pile de sacs de riz tout en vérifiant si ses poursuivants étaient toujours sur ses talons. « Excusez-moi, passez ailleurs !» cria le poissonnier quand Alexei poussa sa marchandise en essayant de passer. « Ces rues ont beaucoup de cachettes, mais ils n'abandonneront pas facilement, » se murmura Émilie, profitant de la confusion créée par les vendeurs irrités. Émilie se déplaça rapidement de l'autre côté du marché, où elle savait qu'il y avait un passage étroit entre 2 bâtiments menant à un labyrinthe de ruelles résidentielles. Elle pouvait entendre Dmitri demander aux gens s'ils avaient vu une fille courir, sa voix portant une fausse autorité qui tentait de dissimuler ses véritables intentions. Mais les commerçants du marché, habitués aux enfants des rues qui circulaient dans la région, ne prêtèrent pas beaucoup d'attention à ces questions. Émilie choisit une rue dont elle savait qu'elle menait à une zone industrielle abandonnée, un endroit qu'elle avait exploré lors de ses premiers jours dans la rue à la recherche d'un abri sûr. Les vieux bâtiments vides offraient de nombreuses cachettes, et elle connaissait plusieurs voies d'évasion par des fenêtres cassées et des trous dans les murs que les adultes ne pouvaient pas utiliser. Alors qu'elle courait, elle entendit le son lointain d'un moteur de voiture et vit qu'Alexei avait décidé d'utiliser un véhicule pour tenter de lui couper la route. C'était une stratégie qui la força à changer son itinéraire prévu et à se diriger vers une zone qu'elle connaissait moins bien. Le soleil commençait à se coucher, créant de longues ombres entre les bâtiments qui pouvaient soit l'aider à se cacher, soit rendre plus difficile la vision des dangers environnants. La fillette passa à travers une clôture cassée et entra dans un terrain vague rempli de débris et de hautes herbes, un endroit où elle pouvait se déplacer sans être vue de la rue. S'ils ont une voiture, ils essaieront de m'encercler. Je dois rester à l'écart des rues principales et n'utiliser que des chemins où ils ne peuvent pas conduire, marmonna-t-elle, s'accroupissant derrière une pile de vieilles briques.
Le terrain vague s'étendait sur plusieurs pâtés de maisons, offrant un itinéraire relativement sûr pour qu'Émilie se déplace sans être détectée, mais il était également rempli d'obstacles dangereux comme des trous cachés, des morceaux de métal rouillés et des piles de débris instables qui pourraient la blesser si elle n'était pas prudente. Elle se déplaça avec précaution mais rapidement à travers le terrain, testant chaque pas avant d'y mettre tout son poids, utilisant les leçons de survie qu'elle avait apprises pendant sa semaine dans la rue pour naviguer dans l'environnement hostile. Derrière elle, elle pouvait entendre le bruit de la voiture d'Alexei qui tournait dans les rues adjacentes, essayant clairement de trouver une position où il pourrait l'intercepter lorsqu'elle sortirait du terrain vague. Le bruit de Dmitri cassant des branches et trébuchant à travers les mauvaises herbes indiquait qu'il avait décidé de la suivre à pied à travers le terrain, une décision qui la rendit encore plus nerveuse car cela signifiait qu'il était prêt à prendre des risques pour la capturer. « Il me poursuit même ici, au milieu des mauvaises herbes », pensa-t-elle, accélérant le pas. Cela signifie qu'il pense vraiment que je sais quelque chose d'important. Lorsqu'Émilie atteignit l'autre côté du terrain vague, elle se retrouva dans une zone qu'elle ne reconnaissait pas complètement, un quartier de vieilles usines et d'entrepôts qui semblait en grande partie abandonné. Les rues étaient plus larges ici, offrant moins de couverture, mais les bâtiments étaient plus grands et plus complexes, avec plusieurs étages et des structures attenantes qui pourraient fournir des cachettes supérieures si elle pouvait trouver un moyen d'entrer. Le son de la voiture d'Alexei se rapprochait, résonnant entre les bâtiments vides, et elle savait qu'elle devait trouver un abri plus substantiel avant qu'il ne réussisse à l'encercler complètement. Une vieille usine textile se dressait devant elle, ses fenêtres brisées ressemblant à des yeux vides observant la rue déserte, et elle put voir que l'une des portes latérales était partiellement ouverte. Si je peux entrer là-dedans, je pourrais peut-être me cacher jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Ou du moins jusqu'à ce qu'il fasse assez sombre pour que je puisse me déplacer sans être vue, marmonna-t-elle en courant vers le bâtiment. La porte de l'usine grinça quand Émilie la poussa pour l'ouvrir davantage, révélant un intérieur sombre rempli de machines rouillées et de piles de tissus moisis qui créaient un labyrinthe d'ombres et de cachettes potentielles. Elle entra prudemment, ses yeux s'habituant lentement à l'obscurité, et commença à chercher un endroit où elle pourrait se cacher tout en observant la rue à travers les fenêtres brisées. L'odeur d'humidité et de décomposition était forte, mais pas pire que certains des endroits où elle avait dormi pendant sa semaine dans la rue, et elle trouva un coin derrière une pile de vieilles boîtes où elle pouvait s'accroupir et attendre. À travers une fissure dans le mur, elle pouvait voir la rue où la voiture d'Alexei s'était arrêtée, et elle observa Dmitri sortir du terrain vague, clairement frustré et respirant lourdement après l'effort de la poursuite à travers les mauvaises herbes. « Ils sont juste là », se murmura-t-elle, essayant de contrôler sa respiration saccadée. « S'ils entrent, je devrais trouver une autre sortie. » Émilie décida qu'elle avait besoin d'un meilleur endroit pour se cacher et réussit à passer par l'ouverture de la porte et à traverser la cour sans faire de bruit, mais lorsqu'elle atteignit la clôture, elle entendit le son indubitable de Dmitri forçant l'entrée principale de l'usine. Il avait découvert que la porte était ouverte et avait décidé d'enquêter, ce qui signifiait qu'elle n'avait que quelques minutes avant qu'il n'explore tout le bâtiment et ne découvre sa fuite. Elle se faufila à travers l'ouverture de la clôture, déchirant encore plus ses vêtements sur le fil barbelé, mais réussissant à atteindre la ruelle de l'autre côté où elle pouvait se déplacer plus librement. La ruelle était étroite et mal éclairée, offrant une bonne couverture, mais elle était également pleine d'ordures et de débris qui rendaient difficile un déplacement rapide sans faire de bruit. Alors qu'elle était à mi-chemin de la ruelle, elle entendit Dmitri crier de frustration depuis l'intérieur de l'usine, ayant manifestement découvert qu'elle s'était à nouveau échappée. « Il saura que je suis parti par là. Je dois m'éloigner de cette zone avant qu'il ne vienne vérifier l'arrière du bâtiment », pensa-t-elle en accélérant le pas. La ruelle menait à une rue résidentielle calme où quelques maisons avaient encore des lumières allumées, créant de petits îlots de sécurité dans l'obscurité croissante de la nuit. Émilie se déplaça rapidement mais prudemment, restant dans l'ombre entre les maisons et évitant les zones éclairées par les lampadaires qui pourraient révéler sa présence à tout poursuivant qui la chercherait encore. Elle pouvait entendre le son lointain de la voiture d'Alexei qui tournait dans les rues plus larges, sa recherche systématique indiquant qu'il n'avait pas encore renoncé à la trouver. Mais au moins maintenant, elle avait une certaine distance entre elle et Dmitri. Une petite église apparut devant elle, sa tour se découpant sur le ciel sombre, et elle se souvint avoir vu des églises qui offraient un abri aux sans-abri pendant les nuits plus froides. « Je peux peut-être me cacher là jusqu'au matin », pensa-t-elle, observant le bâtiment silencieux. « Les églises sont des endroits sûrs, et ils ne me chercheront pas là-bas. » L'église était fermée, mais Émilie trouva une porte latérale qui menait à ce qui semblait être une salle communautaire, et la serrure était assez vieille pour qu'elle puisse la forcer avec une pierre trouvée dans le jardin de l'église. L'intérieur était simple mais propre,
avec des rangées de chaises pliantes et quelques tables, suggérant que l'espace était utilisé pour des réunions communautaires et des événements. Il y avait même quelques couvertures empilées dans un placard, probablement conservées pour être distribuées aux nécessiteux, et Emily en prit une pour se réchauffer. Elle trouva un coin derrière une pile de chaises où elle pouvait se cacher tout en surveillant la porte au cas où quelqu'un essaierait d'entrer pendant la nuit. Le silence de l'église était réconfortant après des heures de poursuites terrifiantes, et elle laissa enfin son corps se détendre légèrement. Au moins, je suis en sécurité ici pour la nuit. Demain, je dois trouver un moyen d'atteindre Alexander avant qu'il ne soit trop tard, murmura-t-elle en s'enveloppant dans la couverture. Les heures de la nuit passèrent lentement pour Emily, qui dormit par courts intervalles agités, toujours alerte au moindre son qui pourrait indiquer que ses poursuivants avaient trouvé sa cachette. Chaque bruit de la rue la réveillait en sursaut, le cœur battant la chamade de peur, avant de réaliser qu'il ne s'agissait que des sons normaux de la nuit urbaine, des chats se battant, des voitures passant au loin, le vent secouant les branches des arbres. Pendant les moments où elle parvenait à rester éveillée, elle planifiait comment elle atteindrait l'immeuble d'Alexander le lendemain matin, sachant qu'Alexei et Dmitri l'attendraient probablement dans les zones où ils pensaient qu'elle pourrait se rendre. L'argent qu'Alexander lui avait donné était toujours en sécurité dans sa poche, ainsi que sa carte de visite, deux objets qui représentaient son seul lien avec l'homme qu'elle devait désespérément sauver. « Ils me chercheront demain aussi », pensa-t-elle aux premières heures du matin. « Je dois être très intelligente sur la façon d'aborder l'immeuble sans être vue. » Lorsque le soleil commença à se lever, filtrant une faible lumière à travers les fenêtres sales de la salle de l'église, Emily sut qu'il était temps de bouger à nouveau. Elle plia soigneusement la couverture et la remit dans le placard, ne voulant pas causer de problème aux personnes qui lui avaient permis de passer une nuit en sécurité, même sans le savoir. La porte latérale de l'église s'ouvrit silencieusement, et elle émergea dans un monde qui semblait différent à la lumière du matin, moins menaçant, mais exposant aussi toutes les cachettes que l'obscurité avait fournies pendant la nuit. Les rues commençaient à montrer des signes d'activité matinale, avec quelques personnes se rendant au travail et des magasins commençant à ouvrir, créant suffisamment de mouvement pour qu'elle puisse se fondre dans la masse sans attirer une attention inutile. Elle vérifia soigneusement les environs de l'église avant de bouger, cherchant des signes d'Alexei ou de Dmitri, mais ne vit aucune indication qu'ils la recherchaient encore activement dans la région. Peut-être qu'ils ont abandonné pour l'instant, ou peut-être qu'ils attendent près de l'immeuble d'Alexander, sachant que j'essaierai finalement de m'y rendre, pensa-t-elle en commençant à marcher vers le centre-ville. Le trajet de retour vers le centre-ville emmena Emily à travers des quartiers qu'elle n'avait pas encore explorés, la forçant à se fier à son sens de l'orientation et aux panneaux de signalisation pour retourner dans le quartier des affaires où travaillait Alexander. Elle évita les rues principales où Alexei pourrait conduire en la cherchant, choisissant des itinéraires à travers des quartiers résidentiels et des zones commerciales plus petites qui offraient plus de couverture et d'opportunités de se cacher si nécessaire. En approchant du centre-ville, elle pouvait voir l'immeuble d'Alexander s'élever au loin, sa tour de verre et d'acier reflétant le soleil du matin comme un phare la guidant vers sa destination. Mais elle savait aussi qu'atteindre l'immeuble ne serait que le premier obstacle, elle devait encore trouver un moyen d'entrer et d'alerter Alexander du danger qu'il allait affronter. « S'ils m'attendent là-bas, je devrais être très prudente », marmonna-t-elle, observant le mouvement des gens dans les rues. « Mais je ne peux pas abandonner maintenant, pas après tout ce que j'ai traversé pour arriver jusqu'ici. » Lorsqu'Emily atteignit enfin la zone autour de l'immeuble d'Alexander, elle se tint à une distance de sécurité, observant l'entrée principale et cherchant des signes d'Alexei ou de Dmitri qui pourraient l'attendre. Le mouvement matinal des cadres et des employés créait une atmosphère de normalité qui contrastait radicalement avec la terreur de la nuit précédente, et pendant un instant, elle crut presque que tout n'avait été qu'un terrible cauchemar. Mais ensuite, elle vit Alexei sortir d'un café de l'autre côté de la rue, surveillant clairement l'immeuble, confirmant ses pires craintes qu'il la cherchait toujours et s'attendait à ce qu'elle essaie de contacter Alexander. Elle se cacha derrière une voiture garée, observant Alexei consulter son téléphone et regarder autour de lui avec les yeux entraînés de quelqu'un habitué aux opérations de surveillance. « Ils savent que j'essaierai de venir ici. Mais je ne peux pas simplement abandonner et laisser Alexander mourir, » pensa-t-elle, sentant le désespoir grandir dans sa poitrine. Déterminée à ne pas se laisser décourager par la présence d'Alexei, Emily décida d'essayer une approche différente, faisant le tour du pâté de maison pour aborder l'immeuble sous un angle qu'il n'observait pas directement. Elle connaissait suffisamment la région depuis sa semaine de mendicité pour savoir qu'il y avait plusieurs entrées à l'immeuble, y compris une entrée de service à l'arrière qui pourrait être moins gardée. Le tour du pâté de maison l'emmena à travers une zone de construction où les ouvriers commençaient déjà leur journée,
offrant une couverture supplémentaire et du bruit pour masquer ses mouvements. Lorsqu'elle atteignit l'arrière de l'immeuble, elle découvrit que l'entrée de service était active, avec du personnel de nettoyage et des livreurs créant suffisamment de mouvement pour qu'elle puisse essayer de se fondre dans la masse et d'entrer sans être remarquée par les gardes de sécurité. Si je peux entrer par la porte de service, je pourrai peut-être atteindre l'ascenseur sans que personne ne m'arrête, pensa-t-elle, observant le schéma de mouvement. Mais je dois choisir le bon moment, quand il y aura assez de distractions. Emily attendit qu'un camion de livraison arrive, créant suffisamment de confusion à l'entrée de service pour qu'elle puisse s'approcher sans être immédiatement remarquée. Elle se déplaça rapidement mais avec désinvolture, essayant de paraître comme si elle appartenait à cet endroit, et réussit à passer par la porte ouverte pendant que les employés étaient occupés à décharger des boîtes du camion. L'intérieur de l'immeuble était impressionnant, avec du marbre poli et une décoration élégante qui la rendit encore plus consciente de son apparence sale et débraillée, mais elle ne laissa pas cela l'arrêter dans sa mission. Elle localisa les ascenseurs et se dirigea rapidement vers eux, espérant pouvoir atteindre le 40e étage avant que quelqu'un ne remette en question sa présence dans l'immeuble. Mais alors qu'elle atteignait presque les ascenseurs, 2 gardes de sécurité en uniforme apparurent d'une pièce latérale, clairement alertés par son apparence incongrue dans l'environnement élégant. « Petite, arrête-toi là. Tu ne peux pas être ici dans cet état », cria l'un des gardes, commençant à se diriger vers elle. La confrontation avec les gardes de sécurité était exactement ce qu'Emily avait craint, et elle essaya rapidement d'expliquer qu'elle devait voir Alexander Thompson pour une affaire urgente, montrant la carte de visite qu'il lui avait donnée comme preuve qu'elle avait des raisons légitimes d'être là. Mais les gardes regardèrent la carte avec scepticisme, doutant clairement qu'un cadre important puisse avoir un lien quelconque avec une enfant qui avait l'air d'avoir passé des semaines à vivre dans la rue. Ils s'approchèrent d'elle avec l'attitude professionnelle mais ferme de personnes habituées à traiter avec des intrus, et Emily réalisa que ses explications désespérées tombaient dans l'oreille d'un sourd. « Écoute, petite, nous ne savons pas comment tu as eu cette carte, mais tu ne peux pas rester ici, » dit le premier garde, tendant la main pour l'escorter dehors. Il y a des endroits appropriés pour les personnes dans ta situation, mais ce n'en est pas un. Le refus du garde d'écouter ses explications ou de lui permettre de contacter directement Alexander remplit Emily de frustration et de désespoir, surtout quand elle savait que chaque minute qui passait la rapprochait du moment où la réunion des assassins aurait lieu. Elle tenta d'argumenter une fois de plus, expliquant que la vie d'Alexander était en danger et qu'elle avait des informations vitales qui pourraient le sauver, mais les gardes de sécurité interprétèrent ces affirmations urgentes comme les délires d'un enfant traumatisé ou mentalement perturbé. Ils commencèrent à l'escorter physiquement vers la sortie, leurs mains fermes mais non violentes, la traitant plus comme un problème à résoudre qu'une menace réelle. « Tu dois partir maintenant, et si tu essaies de revenir, nous devrons appeler les services sociaux, » avertit le second garde de sécurité en la guidant vers la porte. « S'il vous plaît, monsieur Alexander Thompson est en réel danger. J'ai juste besoin de 5 minutes pour le prévenir de quelque chose de terrible qui va se produire, » cria-t-elle désespérément. Lorsque les gardes de sécurité la poussèrent enfin hors de l'immeuble par l'entrée principale, Emily se retrouva de nouveau sur le trottoir où tout avait commencé la veille, mais maintenant avec un sentiment écrasant de défaite et un temps qui s'écoulait rapidement. Elle leva les yeux vers les fenêtres du 40e étage, sachant qu'Alexander se trouvait quelque part là-haut, complètement ignorant du danger mortel qu'il était sur le point d'affronter, tandis qu'elle était piégée à l'extérieur, incapable de l'atteindre par les moyens conventionnels. Des larmes commencèrent à couler sur son visage sale, non seulement de frustration, mais de la terrible prise de conscience qu'elle ne pourrait peut-être pas sauver la seule personne qui lui avait montré de la gentillesse depuis la mort de son père. « Il ne me croit pas parce que je ne suis qu'une enfant sale, » pensa-t-elle, sentant le poids de l'injustice. « Mais je sais qu'Alexander est là-haut et que Dmitri et Alexei vont le tuer si je ne trouve pas un moyen de l'arrêter. » C'est alors qu'Emily regarda par la fenêtre du rez-de-chaussée de l'immeuble et vit quelque chose qui lui glaça le sang. Alexander se dirigeait vers les ascenseurs, vêtu d'un costume sombre et portant des documents, clairement en route pour une réunion importante. À côté de lui, elle put reconnaître les sinistres silhouettes de Dmitri et Alexei, habillés en hommes d'affaires respectables et discutant vivement avec Alexander comme s'ils étaient des partenaires commerciaux légitimes. La scène ressemblait à une cruelle parodie de normalité, un homme bon conduit innocemment à sa propre exécution par des tueurs qui avaient pris la façade de la légitimité commerciale. « Ils sont là-dedans avec lui, maintenant » murmura-t-elle en pressant ses mains contre la vitre. « La réunion commence et je suis coincé dehors sans aucun moyen de le prévenir. »
La vue d'Alexander entrant dans l'ascenseur avec ses futurs assassins éveilla en Emily une détermination désespérée qui surmonta toutes les peurs et les obstacles qu'elle avait affrontés jusqu'à ce moment. Elle savait que rester dehors à se lamenter ne sauverait pas la vie de l'homme qui avait été sa seule source de gentillesse, et qu'elle devait trouver un moyen d'entrer dans l'immeuble, même si cela signifiait prendre d'énormes risques pour sa propre sécurité. La fillette commença à faire rapidement le tour de l'immeuble, cherchant toute entrée alternative que les gardes de sécurité ne surveillaient pas. Et ses semaines dans la rue lui avaient appris à remarquer des détails que la plupart des gens ignoraient. Sur le côté de l'immeuble, elle découvrit une grille de ventilation qui était légèrement desserrée, probablement en raison de travaux d'entretien récents, et réalisa que ce pourrait être sa seule chance d'entrer sans être détectée par les systèmes de sécurité conventionnels. Si je peux entrer par les conduits de ventilation, je pourrai peut-être atteindre le 40e étage sans que personne ne me voie. Je ne peux pas laisser Alexander mourir à cause de ma lâcheté, pensa-t-elle en examinant l'ouverture. La grille de ventilation était à une hauteur qui obligea Emily à grimper sur une pile de cartons d'ordures laissés à côté de l'immeuble, une montée précaire qui testa à la fois son agilité physique et sa détermination mentale. Elle réussit à enlever la grille avec un effort considérable, révélant un conduit qui était étroit mais navigable pour quelqu'un de sa petite taille, bien qu'il serait impossible pour un adulte d'y passer. L'intérieur du conduit était sombre et poussiéreux, avec un réseau complexe de passages qui s'étendait dans tout l'immeuble, et elle savait qu'elle devrait se fier à son sens de l'orientation et à la logique de la construction pour trouver une sortie au bon étage. L'espace exigu la forçait à se déplacer à quatre pattes, ses vêtements déjà sales se couvrant encore plus de poussière accumulée, mais elle continua avec détermination, utilisant le bruit lointain du système de climatisation comme guide pour naviguer à travers le labyrinthe métallique. Le 40e étage doit être tout en haut, et si je suis les conduits principaux, je pourrais peut-être trouver une sortie près des bureaux de la direction. Papa disait toujours que chaque problème a une solution si l'on est assez créatif, se murmura-t-elle en se traînant dans l'obscurité. Le déplacement à travers les conduits de ventilation était beaucoup plus difficile qu'Emily ne l'avait prévu, ses genoux et ses coudes devenant rapidement douloureux à cause de la friction constante contre le métal. Et plusieurs fois elle dut s'arrêter pour reprendre son souffle dans des espaces légèrement plus larges où les conduits se rejoignaient. Le système de ventilation était plus complexe qu'un simple réseau de tubes, avec différents niveaux et branches desservant différentes sections de l'immeuble, et elle dut faire des choix instinctifs sur la direction à suivre lorsqu'elle était confrontée à des bifurcations. Le son des voix et de l'activité de bureau lui parvenait occasionnellement à travers les grilles de ventilation qu'elle passait, lui rappelant qu'elle se déplaçait dans un immeuble plein de gens qui continuaient leur vie normale, complètement inconscients du drame de vie ou de mort qui se déroulait aux étages supérieurs. En montant à travers le système, suivant les conduits qui menaient clairement vers le haut, elle commença à entendre moins de bruit de l'étage inférieur et plus le bourdonnement des équipements mécaniques desservant les étages de la direction. Je dois être presque arrivé au sommet maintenant, et l'air se réchauffe, ce qui signifie que je suis proche de l'équipement de toiture. Je dois trouver une sortie avant qu'il ne soit trop tard pour interrompre la réunion, pensa-t-elle, accélérant son mouvement malgré l'épuisement. Après ce qui sembla une éternité à naviguer dans les conduits étroits, Emily atteignit enfin une zone où elle pouvait voir la lumière filtrer à travers une plus grande grille de ventilation, et les voix qu'elle entendait de l'autre côté provenaient clairement d'une réunion en cours. Elle se positionna prudemment pour pouvoir voir à travers la grille sans être détectée, et son cœur s'arrêta presque lorsqu'elle reconnut la voix d'Alexander conversant poliment avec Dmitri et Alexei dans une salle de réunion élégamment décorée. La salle était impressionnante, avec une table en acajou poli, des chaises en cuir coûteuses et des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville, créant le cadre parfait pour ce qui semblait être une réunion d'affaires légitime. Alexander était assis à une extrémité de la table avec des piles de documents devant lui, tandis que Dmitri et Alexei occupaient des chaises du côté opposé, leur posture projetant la confiance d'hommes d'affaires expérimentés. Ils font vraiment passer ça pour une réunion d'affaires normale, et Alexander n'a aucune idée du danger auquel il est confronté. Je dois agir maintenant, avant qu'il n'arrive à la partie du plan où ils offrent le champagne, se murmura-t-elle, se préparant à forcer la grille. La grille de ventilation était fermement fixée, mais Emily réussit à la desserrer en utilisant une combinaison de force et de techniques qu'elle avait apprises pendant ses semaines de survie dans la rue, où crocheter des serrures et enlever des obstacles étaient des compétences de survie essentielles. Le bruit qu'elle fit fut minime, étouffé par les voix de la réunion et le bourdonnement constant du système de climatisation, mais elle savait qu'elle n'avait que quelques secondes avant que sa présence ne soit découverte. La salle de réunion avait un plafond haut avec des panneaux décoratifs qui créaient de petites corniches où le conduit de ventilation se connectait,
offrant une plateforme précaire mais utilisable depuis laquelle elle pourrait sauter au sol. Lorsque la grille céda enfin, elle la poussa prudemment dans la pièce, essayant de l'empêcher de tomber bruyamment, puis se prépara pour le moment le plus dangereux de tout son plan désespéré. C'est maintenant ou jamais. Papa disait toujours que faire ce qui est juste demande parfois un courage extraordinaire. J'espère qu'il me donne la force pour ça, pensa-t-elle, rassemblant toute sa détermination avant de sauter. Émilie sauta de l'ouverture du conduit de ventilation avec toute la force qu'elle put rassembler, atterrissant au milieu de l'élégante salle de réunion avec un bruit sourd qui fit se retourner tout le monde, en état de choc absolu. Elle était couverte de poussière et de saleté des conduits, ses vêtements déchirés et ses cheveux en désordre, créant un contraste dramatique avec l'environnement professionnel et poli de la salle de direction. Alexander la regarda avec un mélange de surprise et de reconnaissance, se souvenant clairement de la fillette qui l'avait aidée la veille, mais confus quant à la façon dont elle était arrivée là et pourquoi elle avait choisi d'interrompre sa réunion de manière si spectaculaire. Dmitri et Alexei se levèrent immédiatement de leur chaise, marmonnant des mots nerveux sur leur plan en russe, leurs expressions passant instantanément de la politesse commerciale à l'alarme et à la colère lorsqu'ils reconnurent l'enfant qui avait échappé à leur poursuite la nuit précédente. « Ne signez pas ce contrat, j'ai compris ce qu'ils ont dit », cria Émilie de toutes ses forces, pointant un doigt accusateur sur les deux hommes russes. Le cri désespéré d'Émilie résonna dans la salle de réunion comme une alarme d'urgence, brisant complètement l'atmosphère d'affaires civilisées que Dmitri et Alexei avaient soigneusement cultivée tout au long de la matinée. Alexander se leva lentement, essayant clairement de traiter la situation surréaliste d'un enfant sale émergeant du système de ventilation pour interrompre sa réunion, tandis que les deux Russes échangeaient des regards rapides qui communiquaient à la fois la surprise et la détermination de contrôler la situation avant qu'elle ne puisse ruiner leur plan. La table de réunion était couverte de documents qui ressemblaient à des contrats légitimes, et il y avait une bouteille de champagne coûteux dans un seau à glace à côté de la table, clairement préparée pour le toast qui scellerait le destin d'Alexander. « Monsieur Thompson, je regrette profondément cette interruption inattendue. Il semble que nous ayons un problème de sécurité qui doit être résolu immédiatement, » dit Dmitri, retrouvant rapidement son sang-froid professionnel. Alexei se déplaça discrètement vers le téléphone sur la table, vraisemblablement pour appeler la sécurité et faire sortir Émilie avant qu'elle ne puisse causer plus de perturbations, mais la fillette remarqua son intention et se positionna entre lui et le téléphone. Elle savait qu'elle n'avait que quelques instants avant que la sécurité n'arrive et ne la fasse sortir physiquement de la pièce, et qu'elle devait utiliser ce temps limité pour convaincre Alexander de la vérité sur les hommes avec qui il faisait affaire. Alexander la regarda avec une expression qui mêlait inquiétude, confusion et une touche de reconnaissance compatissante, se souvenant clairement de sa situation désespérée et se demandant ce qui aurait pu la pousser à prendre des mesures aussi extrêmes. « Émilie, n'est-ce pas ? Comment es-tu arrivée ici et qu'essaies-tu de me dire à propos de ces messieurs ?» demanda Alexander, sa voix montrant à la fois l'autorité d'un cadre et une gentillesse paternelle. « Ce ne sont pas des messieurs, monsieur Thompson. Ils veulent vous voler tout votre argent et ensuite vous tuer avec du champagne empoisonné, » cria désespérément Émilie. L'accusation dramatique d'Émilie provoqua une réaction immédiate et calculée de la part de Dmitri et Alexei, qui échangèrent des regards de fausse préoccupation avant d'adopter des expressions de compassion condescendantes qui suggéraient qu'ils avaient affaire à un enfant manifestement perturbé. Dmitri s'approcha lentement d'Émilie avec les mains levées en un geste pacifique, son langage corporel projetant l'image d'un homme d'affaires mûr essayant de calmer un enfant traumatisé qui avait interrompu une réunion importante. Alexei resta près de la table, se positionnant subtilement entre Alexander et la porte tout en maintenant une expression d'inquiétude professionnelle qui masquait complètement ses intentions meurtrières. « Monsieur Thompson, il est clairement évident que cette pauvre enfant a subi un traumatisme important en vivant dans la rue. Malheureusement, de telles expériences peuvent conduire à des délires et à des fantasmes paranoïaques qui leur font voir des menaces là où il n'y en a aucune, » dit Dmitri d'une voix douce et compatissante. Alexander regarda d'Émilie à Dmitri, clairement tiraillé entre son inclination naturelle à aider un enfant dans le besoin et sa responsabilité en tant que cadre de mener des réunions d'affaires de manière professionnelle. L'explication de Dmitri semblait raisonnable et compatissante, présentant une interprétation alternative des événements qui peignait Émilie comme une victime traumatisée plutôt qu'un témoin crédible d'un complot d'assassinat. Alexei hocha gravement la tête, adoptant une expression d'inquiétude qui suggérait des années d'expérience dans la gestion de situations humanitaires complexes, complétant la façade de légitimité qu'ils avaient soigneusement construite. « C'est une situation très triste, vraiment, »
ajouta Alexei en secouant la tête avec une sympathie feinte. Les enfants dans sa situation développent souvent des peurs irrationnelles et des théories du complot comme un mécanisme de défense psychologique contre des traumatismes qu'ils ne peuvent pas traiter correctement. La réponse calculée des deux hommes fit réaliser à Émilie qu'elle faisait face à des adversaires beaucoup plus sophistiqués qu'elle ne l'avait imaginé, des professionnels expérimentés de la manipulation psychologique qui savaient exactement comment discréditer ses allégations tout en paraissant compatissants et raisonnables. Elle pouvait voir Alexander commencer à accepter leur explication, son expression passant de la confusion à un mélange de pitié et d'inquiétude professionnelle sur la façon de gérer un enfant clairement perturbé qui avait envahi son bureau. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement de la climatisation et du son lointain du trafic de la ville en bas, créant une atmosphère chargée où chaque mot et chaque geste portaient un poids immense dans la lutte entre la vérité et la tromperie. Vous pensez que je ne comprends pas ce que vous avez dit hier parce que je ne suis qu'une enfant des rues, mais je parle plus de langue que n'importe lequel d'entre vous ne l'imagine, et je vais prouver que j'ai compris chaque mot de votre plan meurtrier, déclara Émilie avec une détermination féroce. L'affirmation d'Émilie sur ses capacités linguistiques provoqua un autre moment de tension dans la pièce, mais Dmitri et Alexei se remirent rapidement et échangèrent des sourires condescendants, suggérant qu'ils avaient affaire à une autre fantaisie d'un enfant traumatisé. Ils avaient bâti des carrières entières en sous-estimant leurs adversaires et en créant des façades convaincantes de respectabilité, et un enfant orphelin, aussi intelligent soit-il, semblait n'être qu'un autre obstacle à contourner sur leur chemin vers une fortune considérable. Alexander observa l'interaction avec un malaise croissant, clairement tiraillé entre sa compassion naturelle et les responsabilités pratiques de son poste, mais toujours enclin à croire l'explication plus raisonnable et socialement acceptable que les deux hommes d'affaires apparemment respectables avaient offerte. Ma chère enfant, les mendiants des rues n'apprennent pas les langues sophistiquées que des hommes éduqués comme nous parlent, dit Dmitri d'un ton paternaliste qui dissimulait parfaitement son venin intérieur. C'est vraiment triste de voir comment la pauvreté et les traumatismes peuvent créer de telles illusions grandioses dans des esprits jeunes et impressionnables, ajouta Alexei en secouant la tête avec une fausse tristesse. La réponse condescendante des deux hommes éveilla en Émilie une colère féroce qui surmonta toutes ses peurs et ses inhibitions, libérant toute l'éducation et la formation que son père lui avait investie pendant des années d'études dévouées. Elle se redressa de toute sa hauteur, ses yeux brillant d'une intelligence et d'une détermination qui contrastaient radicalement avec son apparence sale et débraillée, et se prépara à démontrer des compétences que ces criminels ne seraient pas en mesure d'expliquer ou de rejeter facilement. Alexander remarqua le changement dans sa posture et son expression, voyant quelque chose chez la fillette qui allait bien au-delà de ce que l'on attendrait d'un enfant des rues ordinaires, un éclair d'éducation et de raffinement qui suggérait une histoire beaucoup plus complexe que quiconque dans la pièce ne l'avait imaginé. Vous avez dit que je ne comprends pas les langues des gens éduqués, alors je vais répéter exactement ce que vous avez prévu, mot pour mot, dans toutes les langues que vous pensiez que je ne connaissais pas, dit Émilie, sa voix gagnant en force et en clarté. Émilie commença sa démonstration linguistique par le français, répétant avec une prononciation parfaite et une fluidité native les détails spécifiques du plan qu'elle avait entendu dans la conversation de Dmitri et Alexei, y compris les références au champagne empoisonné et à la méthode qu'ils utiliseraient pour simuler une crise cardiaque. Sa fluidité était si naturelle et sophistiquée qu'il était impossible de la simuler ou de la falsifier, démontrant des années d'éducation soignée qu'aucun enfant des rues ordinaires n'aurait pu acquérir par accident. Dmitri et Alexei observèrent avec une alarme croissante pendant qu'elle parlait, réalisant que leurs hypothèses sur ses capacités avaient été catastrophiquement incorrectes, mais essayant toujours de maintenir leur façade de respectabilité commerciale. Alexander se pencha en avant, clairement impressionné par la démonstration de compétences qui défiait toutes les attentes concernant un enfant dans sa situation. Il a dit, « Le champagne d'Homme Pérignon contient assez de poison pour simuler une crise cardiaque en moins de 10 minutes et personne ne se doutera de rien », traduisit-elle du français qu'elle venait de parler. Sans s'arrêter pour respirer, Émilie continua en russe, la langue qu'elle avait utilisée à l'origine pour espionner la conversation des deux hommes, répétant leurs mots exacts avec une prononciation qui révélait une compréhension complète non seulement du vocabulaire, mais aussi des nuances culturelles et techniques de la langue. Elle avait passé des années à apprendre le russe avec son père, qui avait souligné l'importance de maîtriser les langues fréquemment utilisées dans les affaires et la diplomatie internationale, et maintenant cette connaissance devenait une arme puissante contre les hommes qui avaient sous-estimé ses capacités. Alexander regardait avec une fascination croissante, clairement impressionné par la démonstration de compétences linguistiques qui défiaient toutes les attentes concernant un enfant dans sa situation,
tandis que Dmitri et Alexei commençaient à échanger des regards véritablement inquiets pour la première fois depuis le début de la réunion. Elle répéta en russe courant le plan complet qu'elle avait entendu, puis traduisit immédiatement. Ils ont dit qu'ils célébreront la signature du contrat avec du champagne, et quand vous en boirez, vous aurez une crise cardiaque en quelques minutes. La démonstration de fluidité en russe secoua clairement Dmitri et Alexei plus que n'importe quelle autre langue n'aurait pu le faire, car c'était la langue qu'ils avaient spécifiquement utilisée parce qu'ils croyaient que personne autour ne pouvait la comprendre. Ils réalisèrent que leur conversation privée, qu'ils pensaient être complètement à l'abri de l'écoute indiscrète, avait été entièrement comprise par un témoin qui répétait maintenant leur plan meurtrier mot pour mot. Alexander se pencha en avant dans son fauteuil, commençant clairement à réaliser que les allégations d'Emily n'étaient pas les délires d'un enfant traumatisé, mais possiblement la preuve d'une menace réelle et spécifique contre sa vie. Continuez à essayer de me discréditer. Il me reste encore l'italien, le chinois et le turc pour prouver que j'ai compris chaque détail de votre plan d'assassinat, dit Emily, voyant les changements dans les expressions des trois hommes. Emily continua en italien, sa prononciation révélant le même niveau d'éducation sophistiquée qu'elle avait démontré dans les langues précédentes, répétant des détails supplémentaires sur le calendrier et la méthode que seule une personne ayant complètement compris la conversation originale pouvait connaître. Sa fluidité était si impressionnante que même les criminels expérimentés en restèrent temporairement sans voix, réalisant qu'ils avaient fait une erreur de calcul fondamentale sur les capacités de leur jeune témoin. Alexander prêtait maintenant toute son attention à la fillette, son expression passant du scepticisme compatissant à une véritable inquiétude alors qu'il traitait les implications de ce qu'il entendait. La fillette parla rapidement en italien parfait, puis traduisit avec précision. Ils ont dit qu'après que vous aurez signé les documents de transfert, ils trinqueront avec vous au succès de l'affaire, et le poison dans le champagne fera croire que vous avez une crise cardiaque naturelle. Sans perdre son élan, Emily continua en chinois, démontrant une gamme de capacités linguistiques qu'il serait impossible pour n'importe quel enfant d'acquérir sans une éducation formelle approfondie et dévouée. Chaque langue qu'elle parlait ajoutait plus de crédibilité à ses affirmations et plus de pression sur Dmitri et Alexei, qui réalisaient maintenant que leur opération soigneusement planifiée était exposée par un témoin qu'ils avaient catastrophiquement sous-estimé. Alexander était clairement impressionné non seulement par les capacités linguistiques exceptionnelles de la fillette, mais aussi par la cohérence spécifique de son histoire, qui devenait de plus en plus difficile à rejeter comme une fantaisie ou un délire. Elle récita couramment en chinois, puis fournit la traduction immédiate. Ils ont dit, vous ne soupçonnerez jamais que le champagne est empoisonné parce que vous croyez que ce sont des hommes d'affaires légitimes, et après que vous l'aurez bu, cela ressemblera à une crise cardiaque naturelle, dit-elle. Pour compléter sa démonstration dévastatrice, Emily termina par le turc, une langue que peu d'occidentaux maîtrisaient et qui rendait son éducation linguistique complète encore plus impressionnante. Chaque mot qu'elle prononçait augmentait la tension dans la pièce et diminuait la crédibilité de l'explication que Dmitri et Alexei avaient offerte à son sujet, à savoir qu'elle était un enfant traumatisé avec des délires paranoïaques. Alexander était maintenant debout, clairement agité et commençant à accepter la possibilité que les hommes avec qui il faisait affaire puissent réellement représenter une menace pour sa vie. La fillette conclut sa démonstration en parlant en turc courant, ses mots sonnant avec autorité et précision. Avant de traduire, ils ont dit « Vous êtes si riches qu'après votre mort, personne n'enquêtera sur leurs véritables identités car ils utilisent de parfaites fausses identités. » La démonstration linguistique complète d'Emily avait totalement transformé la dynamique de la salle de réunion, la faisant passer de l'intruse perturbée à un témoin crédible d'un véritable complot de meurtre. Dmitri et Alexei firent alors face à la réalisation que leur opération avait été complètement exposée par quelqu'un qu'ils avaient rejeté comme insignifiant, et qu'ils devaient rapidement adapter leur stratégie pour sauvegarder leur plan. Alexander était clairement secoué par les révélations, regardant les documents sur la table avec une nouvelle méfiance et reconsidérant complètement son évaluation des hommes avec qui il avait accepté de faire affaire. Maintenant, pensez-vous toujours que je ne suis qu'une enfant des rues traumatisée qui ne comprend pas les langues des gens éduqués? Ou allez-vous enfin admettre que j'ai entendu exactement ce que vous prévoyez de faire à M. Thompson? Lança Emily, ces mots chargés d'un triomphe justifié. Face à l'exposition complète de leur plan, Dmitri et Alexei changèrent rapidement de stratégie, abandonnant la tactique de discréditer Emily par la condescendance et adoptant une approche plus agressive de contrôle des dégâts. Ils se positionnèrent plus près d'Alexander, utilisant leur langage corporel pour créer un sentiment de protection et d'alliance tout en peignant Emily comme une menace dangereuse qui essayait de saboter une affaire légitime pour ses propres raisons.
Alexei se déplaça subtilement vers le champagne, planifiant clairement d'accélérer le calendrier de leur opération avant que la situation ne lui échappe complètement. Monsieur Thompson, cet enfant a manifestement passé trop de temps à écouter les conversations d'adultes et a appris à répéter des mots sans en comprendre le contexte, dit Dmitri avec une nouvelle urgence dans la voix. Elle tente de toute évidence un sabotage d'entreprise, peut-être envoyé par des concurrents qui veulent empêcher notre accord mutuellement bénéfique. La nouvelle stratégie de Dmitri et Alexei était plus désespérée, mais aussi plus dangereuse, car maintenant ils tentaient d'accélérer leur opération au lieu de discréditer le témoin, réalisant que le temps jouait contre eux. Alexander était clairement partagé, regardant entre Émilie et les deux hommes alors qu'il essayait d'évaluer quelle version des événements était la plus probable, pesant la démonstration linguistique impressionnante de la fillette contre l'apparente respectabilité et la documentation professionnelle des hommes d'affaires. La pièce était chargée de tension, chaque personne présente réalisant que les prochaines décisions détermineraient non seulement l'issue de la réunion d'affaires, mais potentiellement la vie ou la mort d'Alexander. Monsieur Thompson, je propose que nous célébrions notre accord maintenant, avant que d'autres interruptions ne puissent perturber cette affaire importante. Cet enfant a manifestement de graves problèmes mentaux et ne devrait pas influencer d'importantes décisions commerciales, suggéra Alexei en se dirigeant vers le champagne. Alexander hésita, luttant clairement avec une décision qui pourrait avoir des conséquences monumentales, tout en regardant Alexei préparer le champagne qu'Émilie avait spécifiquement identifié comme étant empoisonné. La fillette pouvait voir qu'elle perdait la bataille pour la crédibilité, que des années de conditionnement social avaient conditionné Alexander à faire confiance à des hommes bien habillés et présentables plutôt qu'à un enfant sale qui avait envahi sa réunion par le système de ventilation. Elle réalisa que malgré sa démonstration linguistique impressionnante, les deux criminels avaient toujours l'avantage de la respectabilité superficielle et de la documentation professionnelle qui soutenait leur façade. « S'il vous plaît, monsieur Thompson, ne buvez rien de ce qu'il vous offre », supplia-t-elle désespérément. « J'ai risqué ma vie pour arriver jusqu'ici et vous prévenir parce que vous avez été la seule personne à être gentille avec moi depuis la mort de mon père. » La mention du père d'Émilie et sa gratitude pour la gentillesse d'Alexander créèrent un moment de connexion émotionnelle qui trancha à travers toute la manipulation et la confusion qui avaient dominé la réunion. Alexander se souvint clairement de leur rencontre la veille, de la situation désespérée de la fillette et de l'impression qu'il avait eue de son intelligence et de sa sincérité authentique, des qualités difficiles à simuler même pour des adultes expérimentés. Cependant, Alexei avait réussi à ouvrir le champagne et servait 3 verres, créant une situation où refuser de boire semblerait une offense sociale importante qui pourrait nuire à l'affaire. « Émilie, j'apprécie votre inquiétude, mais ces messieurs ont apporté une documentation complète et des références impeccables. Peut-être avez-vous mal interprété une conversation que vous avez surprise, ou peut-être que quelqu'un vous utilise pour essayer de saboter cette importante affaire, » dit Alexander, clairement toujours enclin à faire confiance à l'apparence de légitimité. L'argument final d'Alexander démontra que, malgré la démonstration impressionnante d'Émilie, il était toujours plus enclin à croire la version des événements présentés par Dmitri et Alexei, influencés par des années de conditionnement social qui assimilaient l'apparence professionnelle à la crédibilité et à la fiabilité. Alexei sourit triomphalement en offrant un verre de champagne à Alexander, sachant qu'ils avaient réussi à maintenir leur façade de légitimité assez longtemps pour exécuter la phase finale de leur plan meurtrier. Émilie regarda avec une horreur croissante Alexander accepter le verre, clairement prêt à boire le liquide qui, elle le savait, le tuerait en quelques minutes. « À la prospérité mutuelle et au succès de notre nouveau partenariat », déclara Alexei en levant son propre verre pour porter un toast. « Que ce soit le début d'une longue et profitable collaboration entre nos organisations. » Alexander leva son verre en réponse au toast, clairement convaincu de participer à une célébration légitime d'une affaire réussie, complètement inconscient qu'il était sur le point de boire sa propre condamnation à mort. Dmitri et Alexei échangèrent des regards satisfaits, sachant qu'ils avaient réussi à maintenir leur opération sur les rails malgré l'interruption inattendue, et que dans quelques minutes, ils auraient accès à la fortune d'Alexander sans aucun témoin crédible de leurs actions. Émilie regarda avec un désespoir absolu Alexander porter le verre à ses lèvres, réalisant que tous ses efforts et ses risques avaient été insuffisants pour sauver la vie de l'homme qui lui avait montré de la gentillesse. « Monsieur Thompson, non. S'il vous plaît, croyez-moi avant qu'il ne soit trop tard. » cria-t-elle de toutes ses forces, tentant un dernier appel désespéré. Mais les mots d'Émilie furent étouffés par le bruit de la porte de la pièce s'ouvrant brusquement lorsque les gardes de sécurité arrivèrent enfin,
alerté par le système de sécurité de l'invasion non autorisée du bureau de la direction. Alexander, influencé par les arguments persuasifs de Dmitri et Alexei sur le fait qu'elle était un enfant traumatisé avec des délires paranoïaques, décida de faire confiance aux hommes d'affaires respectables et porta le verre à ses lèvres au moment exact où les gardes de sécurité entraient dans la pièce. Alexei et Dmitri regardèrent avec une satisfaction à peine dissimulée Alexander boire le champagne empoisonné, sachant qu'ils avaient réussi à exécuter leur plan malgré tous les obstacles. Assez de cette interruption dérangeante. Cet enfant est entré illégalement dans le bâtiment et doit être expulsé immédiatement, déclara l'un des gardes de sécurité, se déplaçant rapidement pour saisir Emily et la faire sortir de la pièce. Les deux criminels restèrent calmement impassibles, observant Alexander avec la patience de prédateurs qui savaient que leur proie était condamnée, tandis que les gardes de sécurité traînaient Emily vers la porte de la salle de réunion. Alexei consulta discrètement sa montre, calculant mentalement combien de temps il faudrait pour que le poison fasse effet, tandis que Dmitri continuait à sourire poliment à Alexander comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé au cours des dernières minutes chaotiques. La pièce était revenue à une apparence de normalité commerciale, avec des documents toujours éparpillés sur la table en acajou et la bouteille de champagne vide servant de preuve silencieuse de ce qui venait d'être accompli. Alexander ajusta sa cravate et réorganisa quelques papiers, essayant clairement de retrouver son sang-froid professionnel après l'interruption dramatique, complètement inconscient du fait que chaque seconde qui passait le rapprochait de sa mort programmée. « Je regrette profondément cette interruption embarrassante, messieurs. J'espère que nous pourrons continuer nos affaires sans autre perturbation. Les enfants des rues développent parfois des comportements très inquiétants lorsqu'ils ne reçoivent pas les soins appropriés, dit Alexander, forçant un sourire cordial. Dmitri hocha la tête avec une compréhension feinte, adoptant l'expression d'un homme d'affaires expérimenté qui avait traité des situations similaires tout au long de sa carrière, tout en comptant intérieurement les minutes restantes avant que les symptômes de l'empoisonnement ne commencent à se manifester visiblement. Il avait soigneusement calculé le dosage du poison pour s'assurer qu'il y aurait suffisamment de temps pour que lui et Alexei quittent le bâtiment avant qu'Alexander ne commence à montrer des signes évidents de mort, créant un alibi parfait qui les placerait loin de la scène lorsque le décès serait découvert. Alexei feuilleta nonchalamment les contrats sur la table, maintenant la façade qu'il examinait des détails importants de l'accord, alors qu'en fait il ne faisait que tuer le temps en attendant que le poison fasse son travail mortel. Malheureusement, ce type de situation n'est pas rare dans le monde des affaires, Monsieur Thompson. Les concurrents utilisent parfois des tactiques désespérées pour tenter de saboter des accords légitimes, commenta doucement Dmitri. L'important est que nous ne laissions pas de telles distractions interférer avec des opportunités mutuellement bénéfiques. Alexander acquiesça d'un signe de tête, prenant un verre d'eau sur la table pour se rincer la bouche du goût résiduel du champagne, et commença à examiner les derniers documents qui nécessitaient sa signature pour finaliser le transfert de fonds que les deux criminels avaient si soigneusement orchestré. Alexei observa discrètement Alexander boire l'eau, sachant que l'hydratation pouvait en fait accélérer l'absorption du poison dans la circulation sanguine, une ironie qu'il trouvait particulièrement satisfaisante étant donné à quel point ils étaient proches du succès complet de leur opération. La lumière de l'après-midi entrait par les hautes fenêtres de la salle de réunion, créant des motifs dorés sur le sol en marbre et donnant à l'environnement une atmosphère presque sacrée qui contrastait grotesquement avec le meurtre qui était exécuté de manière si civilisée. Dmitri consulta discrètement son téléphone, confirmant que la voiture de fuite était positionnée et prête à les emmener rapidement loin du bâtiment dès qu'ils auraient terminé les derniers détails bureaucratiques de leur opération. « Je crois que nous pouvons finaliser ces derniers documents rapidement, Monsieur Thompson. Notre conseil d'administration est impatient de commencer à mettre en œuvre les projets dont nous avons discuté. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit, et cette opportunité ne restera pas disponible indéfiniment, dit Alexei en pointant les lignes qui nécessitaient des signatures. C'est alors qu'Alexander s'arrêta dans son examen des documents, posant une main sur son front avec une expression de légère confusion qui fit que Dmitri et Alexei prêtèrent une attention plus vive à ses mouvements. Il cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il avait du mal à faire le point, et respira profondément à quelques reprises, essayant clairement d'éliminer une étrange sensation qui commençait à se manifester dans son corps. Les deux criminels échangèrent des regards rapides mais significatifs, reconnaissant les premiers signes des effets du poison qu'ils avaient administré, mais maintinrent leurs expressions d'inquiétude professionnelle pour éviter d'éveiller des soupçons prématurés. Alexei se pencha légèrement en avant avec un intérêt fin, adoptant la posture d'un partenaire commercial sincèrement préoccupé par le bien-être d'un collègue, tout en célébrant intérieurement le succès de son opération mortelle. «
Monsieur Thompson, vous sentez-vous bien? Vous avez soudain l'air un peu pâle, observa Dmitri avec une inquiétude calculée. C'est peut-être tout le stress de cette réunion inhabituelle que nous venons de vivre. Alexander tenta de rejeter la sensation croissante de malaise comme étant le résultat du stress de la situation avec Emily, mais le vertige s'intensifiait d'une manière qu'il ne pouvait ignorer complètement, accompagné d'une légère douleur dans la poitrine qui le fit involontairement laisser échapper un petit grognement de gêne. Il desserra sa cravate et déboutonna le col de sa chemise, essayant de faciliter sa respiration qui devenait légèrement laborieuse, tandis qu'Alexei et Dmitri observaient chaque mouvement avec l'attention de spécialistes évaluant les progrès de leur travail professionnel. Le bureau semblait se réchauffer légèrement, bien que le système de climatisation fonctionnât normalement, et Alexander commença à sentir de petites gouttes de sueur se former sur son front, des signes que les deux assassins reconnaissaient comme la progression typique des effets de leur poison choisi. Je devrais peut-être boire plus d'eau, ou peut-être ouvrir une fenêtre. Il fait un peu étouffant ici. Ce doit être juste le stress de toute cette étrange situation avec l'enfant, marmonna Alexander, essayant de maintenir son sang-froid professionnel. Alexei se leva rapidement et se dirigea vers l'une des hautes fenêtres, faisant semblant d'ajuster la ventilation tout en vérifiant secrètement la rue en bas pour s'assurer que leur voie d'évasion restait dégagée et sans obstruction. Dmitri adopta une expression d'inquiétude croissante, jouant parfaitement le rôle d'un homme d'affaires sincèrement alarmé par l'état de santé d'un précieux partenaire commercial, tout en calculant intérieurement combien de temps supplémentaire serait nécessaire avant qu'ils ne puissent faire leur sortie sans paraître suspects. Leur performance était si convaincante que n'importe quel observateur occasionnel aurait cru qu'ils étaient sincèrement préoccupés par Alexander plutôt que d'être les architectes directs de sa souffrance croissante. Alexander essaya de se lever de sa chaise, mais constata que ses jambes étaient légèrement instables, le forçant à s'appuyer sur la table en acajou pour garder l'équilibre, un développement qui fit briller les yeux des deux criminels d'une satisfaction à peine dissimulée. « Monsieur Thompson, peut-être devrions-nous appeler un médecin. »« Vous n'avez pas l'air bien du tout, » suggéra Alexei avec une fausse urgence. « Ce ne sont peut-être que les effets du stress, mais mieux vaut prévenir que guérir. » C'est à ce moment critique que les cris désespérés d'Emily résonnèrent dans le couloir à l'extérieur de la salle de réunion, toujours tenue par la sécurité mais refusant d'abandonner, alertant sur le danger mortel qu'elle savait se dérouler à l'intérieur de la pièce. Sa voix chargée de panique pénétra par la porte partiellement ouverte, et même Alexander, dans son état de confusion croissant, put entendre des fragments de ses mots sur le poison et le meurtre qui commencèrent à former des liens inquiétants dans son esprit embrumé. Dmitri se déplaça rapidement vers la porte pour la fermer complètement, essayant d'étouffer les cris de la fillette avant qu'il ne puisse semer le doute dans l'esprit d'Alexander, mais le mal était déjà fait alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Alexei réalisa que la situation commençait à lui échapper et qu'il devrait accélérer leur sortie s'il voulait éviter des complications, surtout si Alexander commençait à lier ses symptômes aux allégations d'Emily. « Monsieur Thompson, ils ont mis du poison dans le champagne. » C'est exactement comme je l'ai dit qu'ils l'avaient prévu. Vous commencez à vous sentir étourdi et à avoir mal à la poitrine, n'est-ce pas? Cria Emily depuis le couloir, voyant tout à travers les murs vitrés du bureau. Le cri spécifique d'Emily sur les symptômes exacts qu'Alexander ressentait frappa sa conscience comme un éclair, le forçant à faire des liens qu'il avait rejetés quelques minutes auparavant comme impossibles ou paranoïaques. Il regarda la bouteille de champagne vide sur la table avec de nouveaux yeux, puis Alexei et Dmitri, qui semblaient maintenant légèrement moins des hommes d'affaires concernés et plus des prédateurs attendant que leur proie tombe. La douleur dans sa poitrine s'intensifia sensiblement, accompagnée d'une sensation croissante que sa gorge se fermait, des symptômes qui correspondaient de manière inquiétante aux prédictions spécifiques que la fillette avait faites lors de son interruption dramatique. Dmitri remarqua le changement dans l'expression d'Alexander et sut que le moment du déni plausible était passé, qu'ils étaient maintenant dans une course contre la montre pour s'échapper avant que les autorités ne soient appelées. « Vous l'avez vraiment fait, n'est-ce pas? Vous avez empoisonné mon champagne exactement comme elle l'a dit, » dit Alexander avec une compréhension et une horreur croissante. La fillette avait raison sur tout, et j'ai été trop stupide pour la croire. La confirmation qu'Alexander avait fait le lien força Alexei et Dmitri à abandonner complètement leur façade d'hommes d'affaires légitimes, leur masque de respectabilité glissant pour révéler les expressions froides et calculatrices des criminels professionnels qu'ils étaient vraiment. Alexei se dirigea vers la porte, se préparant clairement à une sortie rapide, tandis que Dmitri adopta une posture plus menaçante, réalisant que la phase subtile de leur opération était terminée et qu'ils étaient maintenant en mode survie.
Alexander tenta de saisir le téléphone sur la table pour appeler à l'aide, mais sa coordination se détériorait rapidement et ses doigts tremblants pouvaient à peine composer les numéros d'urgence. La pièce semblait tourner légèrement autour de lui et il dut s'agripper fermement à la table pour ne pas tomber, tandis que les deux hommes observaient sa lutte avec la patience de professionnels, attendant qu'un travail soit terminé. Il n'est pas nécessaire de rendre cela plus difficile que ça ne l'est déjà, Monsieur Thompson. Le poison fera son travail, quoi que vous fassiez maintenant. Vous auriez dû écouter l'enfant quand vous en aviez l'occasion, dit froidement Dmitri. Alexander réussit à composer partiellement le numéro d'urgence, mais ses mains tremblaient tellement qu'il laissa tomber le téléphone, qui tomba sur le sol avec un fracas qui résonna dans la pièce comme un signal d'alarme. Alexei s'approcha rapidement et repoussa le téléphone du pied loin de la portée d'Alexander, tandis que Dmitri commençait à rassembler les documents sur la table, se préparant clairement à détruire toute preuve de leur présence à la réunion. La respiration d'Alexander devenait de plus en plus laborieuse, et il pouvait sentir son cœur battre irrégulièrement dans sa poitrine, comme s'il luttait contre une force qui tentait de l'arrêter complètement. La sueur coulait maintenant sur son visage, et sa vision commença à se brouiller sur les bords, des signes indiquant que le poison progressait dans son système plus rapidement qu'il ne l'avait prévu. « S'il vous plaît, appelez une ambulance. Je vais mourir si je ne reçois pas de soins médicaux immédiats. » plaida Alexander, sa voix faible mais portant toujours de la détermination. « Vous avez déjà eu ce que vous vouliez, vous n'avez pas besoin de me laisser mourir. » Mais Dmitri et Alexei étaient au-delà des démonstrations de pitié, concentrés maintenant uniquement sur l'achèvement de leur opération et leur fuite avant que les conséquences de leurs actions ne les rattrapent. Alexei vérifia à nouveau la rue par la fenêtre, confirmant que leur voie d'évasion était toujours dégagée, tandis que Dmitri finissait de collecter tous les documents qui pourraient les relier au crime qu'ils avaient commis. Alexander se détériorait clairement rapidement, sa peau prenant une pâleur malsaine et sa respiration devenant de plus en plus difficile, mais les deux criminels ne montraient que l'inquiétude professionnelle d'assassins vérifiant les progrès de leur travail. La salle de réunion, qui une heure auparavant avait été un environnement d'affaires civilisé, ressemblait maintenant davantage à une scène de crime en cours, avec un homme mourant lentement pendant que ses assassins préparaient leur fuite. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Thompson, ce sera relativement rapide maintenant, et cela ressemblera à une crise cardiaque naturelle. Personne ne se doutera de rien. Vos affaires seront entre de bonnes mains après votre départ, dit Alexei avec une indifférence clinique. C'est à ce moment que les cris d'Emily devinrent encore plus spécifiques et désespérés, atteignant la salle de réunion avec des détails que seule une personne ayant réellement entendu la planification complète pouvait connaître. Elle décrivait non seulement la méthode d'empoisonnement, mais aussi les types spécifiques de symptômes qu'Alexander devrait ressentir, le calendrier que les criminels avaient prévu, et même des détails sur la façon dont ils comptaient s'échapper après que le crime aurait été consommé. Ces cris portaient une précision et une spécificité impossibles à fabriquer ou à deviner, fournissant un témoignage en temps réel qui était entendu par quiconque dans le couloir. Alexander, même dans son état affaibli, pouvait entendre la corrélation exacte entre les symptômes qu'il ressentait et les prédictions détaillées qu'Emily criait depuis le couloir, qu'il devait sentir son cœur battre irrégulièrement maintenant. Ils ont dit que le poison ferait croire à une crise cardiaque naturelle en exactement 10 minutes. Cria Emily depuis le couloir. La précision terrifiante des prédictions d'Emily, combinée au moment exact des symptômes qu'Alexander ressentait, convainquit finalement quiconque à portée de voix que la fillette disait la vérité sur un véritable complot d'assassinat. Les gardes de sécurité qui contenaient Emily commencèrent à échanger des regards d'inquiétude croissante, réalisant qu'ils n'avaient peut-être pas affaire au délire d'un enfant perturbé, mais au témoignage d'un témoin d'un crime en cours. Alexei réalisa que la situation se détériorait rapidement au-delà de toute possibilité de contrôle et qu'il devait partir immédiatement s'il voulait éviter d'être capturé sur les lieux du crime. Dmitri était clairement nerveux pour la première fois depuis le début de l'opération, réalisant qu'un enfant qu'ils avaient complètement sous-estimé était en train de détruire systématiquement des années de planification minutieuse. « Nous devons partir maintenant, avant qu'il n'appelle la police. » « La situation nous échappe complètement, marmonna Alexei avec urgence à Dmitri. Mais alors qu'Alexei se dirigeait vers la porte, son anxiété et son urgence lui firent commettre une erreur fatale qui confirmerait définitivement leur culpabilité d'une manière qui ne pourrait être niée ni expliquée. Dans sa hâte de s'échapper, il laissa échapper un commentaire qui révéla une connaissance spécifique sur des détails de l'empoisonnement que seuls les auteurs pouvaient connaître, confirmant accidentellement les allégations précises qu'Emily avait faites toute la matinée. Alexander, même dans son état détérioré,
entendit clairement le commentaire révélateur et réalisa qu'il représentait un aveu involontaire de culpabilité qui prouvait définitivement que la fillette avait eu raison sur tout depuis le début. Les gardes de sécurité dans le couloir entendirent également le commentaire par la porte ouverte, et leurs expressions passèrent instantanément du scepticisme à l'alarme lorsqu'ils réalisèrent qu'ils avaient affaire à une véritable situation criminelle. « Bon sang, je t'avais dit de calculer le dosage plus précisément. Il n'aurait pas dû être conscient assez longtemps pour réaliser ce qui se passe. » dit impulsivement Alexei à Dmitri. « Maintenant, toute l'opération est ruinée à cause de cette fichue gamine. » L'aveu accidentel d'Alexei résonna dans la pièce et dans le couloir comme une bombe qui explose, confirmant instantanément et sans équivoque tout ce qu'Émilie avait désespérément essayé de communiquer au cours des dernières heures. Les gardes de sécurité lâchèrent immédiatement Émilie et se dirigèrent rapidement vers la salle de réunion, réalisant qu'ils avaient une urgence médicale et criminelle entre les mains qui nécessitait une action immédiate. Alexander, tout en luttant contre les effets du poison, ressentit un mélange de validation et d'horreur en réalisant qu'il avait rejeté les avertissements d'un enfant courageux qui avait tout risqué pour le sauver. Dmitri attrapa Alexei par le bras, clairement furieux de l'aveu impulsif qui avait détruit toute chance de déni plausible qu'ils auraient pu maintenir, tandis qu'ils essayaient rapidement de formuler un nouveau plan d'évasion. « Appelez une ambulance immédiatement et arrêtez ces deux hommes. Nous avons un empoisonnement en cours et des suspects confirmés. » cria l'un des gardes de sécurité en atteignant la pièce. Le chaos qui s'ensuivit fut une explosion d'activité frénétique, avec les gardes de sécurité criant des instructions à la radio, Émilie étant enfin libérée de ses entraves pour courir vers Alexander, et Alexei et Dmitri étant rapidement maîtrisés avant qu'ils ne puissent achever leur fuite planifiée. Alexander était maintenant clairement en danger médical grave, sa respiration devenant de plus en plus superficielle et sa conscience flottant entre lucidité et perte de connaissance, mais il réussit à tendre une main tremblante vers Émilie alors qu'elle s'approchait. La fillette s'agenouilla à ses côtés, lui tenant la main et lui murmurant des mots d'encouragement, ses propres larmes se mêlant au soulagement qu'on l'ait enfin cru et à la terreur qu'il soit peut-être trop tard pour sauver l'homme qui avait été gentil avec elle. Le son des sirènes commença à résonner depuis la rue en bas, augmentant de volume à mesure que l'ambulance approchait du bâtiment, mais chaque seconde qui passait semblait une éternité alors que tout le monde regardait Alexander lutter contre les effets du poison. « Je suis désolé de ne pas t'avoir cru, Émilie. Tu as été plus courageuse que n'importe quel adulte dans cette pièce, » murmura difficilement Alexander. « Promets-moi que tu utiliseras toujours ton courage pour aider les gens, quoi qu'il m'arrive. » Les ambulanciers arrivèrent rapidement dans la salle de réunion, apportant du matériel médical et l'urgence professionnelle de personnes formées pour gérer des urgences de vie ou de mort, mais même semblèrent inquiets quand Émilie décrivit rapidement le type de poison dont elle avait entendu les criminels discuter. Alexei et Dmitri furent menottés et emmenés hors de la pièce sous bonne escorte, leurs expressions montrant un mélange de colère pour leur capture et de désespoir face à la réalisation que des années de planification minutieuse avaient été détruites par une orpheline de 12 ans. Alexander était rapidement préparé pour le transport, les ambulanciers travaillant à stabiliser ses signes vitaux avant de le déplacer vers l'ambulance, mais son état se détériorait clairement malgré leurs efforts. Émilie refusa de quitter son côté, lui tenant fermement la main alors qu'il était placé sur une civière, déterminée à rester avec le seul adulte Monsieur Alexander. « Vous devez vous battre. Vous êtes la seule bonne personne qu'il me reste au monde. S'il vous plaît, ne me laissez pas seul. J'ai déjà perdu mon papa, je ne peux pas perdre une autre bonne personne, » dit-elle à travers ses larmes. L'ambulance traversa la ville à toute allure, sirène hurlante, emmenant Alexander à l'hôpital le plus proche tandis que les ambulanciers continuaient de travailler pour neutraliser les effets du poison qui attaquait systématiquement ses organes vitaux. Émilie s'assit à côté de la civière, tenant toujours la main d'Alexander et observant anxieusement chaque mouvement des ambulanciers, essayant de comprendre sur leur visage s'il y avait un espoir qu'ils survivent à l'épreuve qu'il avait affrontée. La ville défilait rapidement par les fenêtres de l'ambulance, mais pour Émilie, il semblait qu'il se déplaçait au ralenti, chaque feu de circulation et chaque virage représentant plus de temps perdu pendant que le poison continuait son travail mortel dans le corps d'Alexander. L'un des ambulanciers parlait rapidement à la radio avec l'hôpital, communiquant les détails sur l'empoisonnement et demandant que des spécialistes soient prêts à les recevoir, mais leurs expressions n'offraient pas beaucoup d'optimisme quant à ses chances de guérison. « Nous arrivons à l'hôpital maintenant, ma chérie. Les médecins feront tout ce qu'ils peuvent pour lui, » dit doucement un des ambulanciers à Émilie. « Tu as été très courageuse aujourd'hui, et grâce à toi, il a au moins une chance de se battre. »
Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Alexander fut rapidement emmené aux urgences, où une équipe de médecins et d'infirmières attendait déjà avec du matériel spécialisé pour traiter les cas d'empoisonnement. Emily fut forcée d'attendre à l'extérieur, observant à travers les vitres les professionnels de la santé travailler furieusement pour sauver la vie d'Alexander, leurs actions rapides et coordonnées témoignant d'années de formation pour des situations exactement comme celle-ci. La salle d'attente de l'hôpital était remplie de personnes confrontées à leurs propres urgences médicales, mais Emily était complètement concentrée sur les activités des urgences, priant en silence que les médecins soient capables d'inverser les dommages causés par le poison. Les heures passèrent comme des jours, avec des mises à jour occasionnelles d'infirmières qui parlaient en termes médicaux qu'elles ne comprenaient pas entièrement, mais dont le ton de voix communiquait une inquiétude croissante quant à l'état d'Alexander. « Ma petite, les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais le poison est très avancé dans son système. Les prochaines heures seront critiques pour déterminer s'il pourra lutter contre, » dit une infirmière avec compassion. « Il est dans un état très grave et nous devons être préparés à n'importe quelle issue. » Les mots de l'infirmière résonnèrent dans l'esprit d'Emily comme une condamnation à mort, et elle s'assit lourdement sur l'une des chaises en plastique de la salle d'attente, sentant le poids d'une autre perte possible peser sur ses jeunes épaules. Elle avait passé toute la nuit à l'hôpital, refusant de quitter le chevet d'Alexander, même lorsque le personnel essayait de la convaincre de rentrer chez elle, simplement parce qu'elle n'avait nulle part où aller et qu'elle ne supportait pas l'idée d'être loin de lui alors qu'il avait besoin de soutien. La salle d'attente se vida progressivement à mesure que d'autres familles recevaient des nouvelles de leurs proches et partaient, laissant Emily de plus en plus seule avec ses peurs et ses espoirs, tandis qu'elle regardait l'horloge murale marquer lentement les heures de l'aube. Les lumières fluorescentes de l'hôpital créaient une atmosphère froide et impersonnelle qui contrastait avec la chaleur émotionnelle qu'elle ressentait pour Alexander, l'homme qui était devenu son seul lien avec la gentillesse et l'espoir dans un monde qui semblait déterminé à détruire tout ce qu'elle aimait. « S'il meurt, je n'aurai vraiment plus personne au monde. Papa, s'il te plaît, aide les médecins à le sauver, murmura-t-elle en regardant le plafond, comme si elle pouvait établir une connexion avec son père décédé. Pendant les heures les plus sombres de la nuit, Emily assista à une procession constante de médecins et d'infirmières entrant et sortant de la chambre où Alexander se battait pour sa vie, leurs visages graves et leurs conversations chuchotées créant une atmosphère de tension qui lui tordait l'estomac d'anxiété. Elle essayait de déchiffrer les expressions faciales des professionnels de la santé, cherchant des signes d'espoir ou de désespoir qui pourraient donner des indices sur les chances d'Alexander de survivre à la nuit, mais leurs visages professionnellement entraînés révélaient peu de choses sur le drame de la vie et de la mort qui se déroulait de l'autre côté de la porte. La fillette passa le temps à se souvenir de chaque moment de gentillesse qu'Alexander lui avait montré, du manteau chaud qu'il avait posé sur ses épaules aux mots doux qu'il avait prononcés lorsqu'elle était au plus vulnérable, créant une prière silencieuse de gratitude qu'elle espérait atteindre d'une manière ou d'une autre dans sa lutte contre la mort. Il a été la première personne à me traiter comme un être humain après la mort de papa. Je ne peux pas le perdre lui aussi, pas maintenant que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui se soucie de moi, pensa-t-elle en serrant fermement la carte de visite froissée qu'il lui avait donnée. S'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'il survive à ça. Lorsque l'aube commença à filtrer à travers les fenêtres de l'hôpital, un médecin senior sortit enfin des urgences avec une expression qu'Emily ne pouvait pas lire complètement, mais qui semblait porter à la fois l'épuisement et une touche d'espoir prudent. Il s'approcha d'elle lentement, choisissant clairement ses mots avec soin pour communiquer des informations complexes à un enfant qui avait passé la nuit dans l'angoisse, attendant des nouvelles de la seule personne qui se souciait d'elle. Emily se leva immédiatement de sa chaise, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles, se préparant à recevoir des nouvelles qui pourraient complètement changer sa vie, pour le meilleur ou pour le pire. Le médecin s'agenouilla devant elle pour être à sa hauteur, un geste qui lui fit immédiatement réaliser qu'il comprenait l'importance émotionnelle des mots qu'il s'apprêtait à prononcer. « Emily, n'est-ce pas? J'ai des nouvelles de monsieur Alexander. Il a survécu à l'opération, mais il est toujours dans un état très grave, » dit le médecin d'une voix douce mais sérieuse. Les prochains jours seront cruciaux, mais c'est un homme fort et il se bat courageusement. La nouvelle qu'Alexander avait survécu à l'opération frappa Emily comme une vague de soulagement si intense qu'elle faillit s'effondrer, ses jambes devenant momentanément faibles alors qu'elle traitait le fait qu'il était toujours en vie et se battait. Le médecin expliqua qu'ils avaient réussi à neutraliser la majeure partie du poison dans son système, mais que les dommages à ses organes vitaux étaient encore en cours d'évaluation et qu'il aurait besoin de beaucoup de temps et de soins pour se rétablir complètement. Emily absorba chaque mot comme s'il s'agissait d'un trésor précieux, stockant chaque détail sur son état et sur les soins dont il aurait besoin dans les semaines et les mois à venir. « Je peux le voir, docteur ?
Je promets que je ne dérangerai pas les infirmières et que je ne ferai pas de bruit. Je veux juste m'assurer qu'il sait que je suis là, plaida TL, ses petites mains jointes en supplication. Le médecin hésita un instant, considérant clairement les politiques de l'hôpital sur les visites des patients en état critique, mais quelque chose dans l'expression désespérée d'Émilie et l'histoire extraordinaire de la façon dont elle avait sauvé la vie d'Alexander le convainquit de faire une exception aux règles normales. Il la guida à travers les couloirs de l'hôpital jusqu'à l'unité de soins intensifs, où Alexander était connecté à divers équipements qui surveillaient ses signes vitaux et aidaient son corps à se remettre du traumatisme qu'il avait subi. La vue de lui, inconscient et pâle sur le lit d'hôpital, serra le cœur d'Émilie, mais elle pouvait aussi voir qu'il respirait régulièrement et que les moniteurs montraient des signes que ses fonctions corporelles se stabilisaient progressivement. Une infirmière bienveillante arrangea une chaise à côté du lit d'Alexander pour qu'Émilie puisse s'asseoir près de lui, reconnaissant l'importance émotionnelle de sa présence pour eux deux. « Tu peux rester ici, mais tu dois promettre que tu te reposeras un peu aussi. Ton ami aura besoin de toi en forme quand il se réveillera, » dit l'infirmière avec sollicitude. « Et souviens-toi, ma petite, tu lui as sauvé la vie. » Émilie s'installa sur la chaise à côté du lit d'Alexander, lui tenant soigneusement la main tout en observant le mouvement constant de sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait, un signe réconfortant qu'il était en vie et se battait pour se rétablir. Les heures passèrent lentement alors qu'elle veillait à ses côtés, lui murmurant occasionnellement des mots d'encouragement ou racontant des histoires sur les leçons que son père lui avait enseignées, espérant que sa voix pourrait d'une manière ou d'une autre pénétrer à travers l'inconscience et lui rappeler qu'il avait des raisons de continuer à se battre. Les médecins et les infirmières allaient et venaient régulièrement pour vérifier son état et ajuster l'équipement, et Émilie observait chaque mouvement attentivement, apprenant à interpréter les petits signes qui indiquaient s'il s'améliorait ou s'aggravait. Pendant l'après-midi, elle remarqua que sa respiration devenait plus forte et que certaines des lignes sur les moniteurs montraient des schémas plus réguliers, des signes qui la remplirent d'un espoir renouvelé. « Monsieur Alexander, je sais que vous pouvez m'entendre. S'il vous plaît, continuez à vous battre, car nous avons encore beaucoup de choses à nous dire quand vous vous réveillerez. Je resterai ici avec vous jusqu'à ce que vous alliez mieux, je vous le promets, » murmura-t-elle en lui serrant doucement la main. Le matin du deuxième jour, Émilie somnolait légèrement sur sa chaise lorsqu'elle sentit un mouvement presque imperceptible dans la main d'Alexander, si subtil que pendant un instant, elle crut l'avoir imaginé. Elle se redressa immédiatement et observa attentivement son visage, cherchant tout signe qu'il pourrait commencer à reprendre conscience après des jours de lutte contre les effets du poison. Ses yeux restaient fermés, mais elle remarqua que sa respiration avait légèrement changé, devenant moins profonde et ressemblant davantage au rythme de quelqu'un qui dormait naturellement plutôt que d'être inconscient. Le cœur d'Émilie commença à battre plus vite d'espoir lorsqu'elle vit ses paupières se contracter légèrement, comme s'il luttait pour ouvrir les yeux et revenir au monde des vivants. « Monsieur Alexander, vous m'entendez ? C'est moi, Émilie, et je suis là avec vous, » dit-elle doucement en se penchant plus près. « S'il vous plaît, essayez d'ouvrir les yeux si vous le pouvez. » Lentement, comme si chaque mouvement exigeait un effort monumental, Alexander commença à ouvrir les yeux, sa vision initialement floue et confuse alors qu'il essayait de se concentrer sur son environnement et de comprendre où il se trouvait. Émilie regarda avec anxiété pendant qu'il clignait des yeux plusieurs fois, luttant clairement pour s'orienter et se souvenir des événements qui l'avaient conduit à l'hôpital. Son expression passa progressivement de la confusion à la reconnaissance lorsque ses yeux se fixèrent enfin sur son visage. Elle put voir le moment exact où les souvenirs commencèrent à revenir, où il se souvint de la réunion, du champagne empoisonné et de la courageuse fillette qui avait désespérément essayé de le sauver même quand personne ne la croyait. Ses premières tentatives de parler ne produisirent que des sons rauques, sa gorge sèche après le temps qu'il avait passé inconscient, mais ses yeux communiquaient un mélange de gratitude, de soulagement et d'admiration qui se passait de mots. « Émilie, tu vas bien ? Je me souviens que tu as essayé de m'avertir, et je ne t'ai pas cru. » réussit-il enfin à murmurer, sa voix faible mais chargée d'une préoccupation sincère. Les mots d'Alexander, même faiblement chuchotés, remplirent Émilie d'une joie si intense qu'elle se mit à pleurer, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de bonheur au lieu du désespoir qui avait dominé les derniers jours. Elle serra sa main plus fermement, sentant la force revenir progressivement dans ses doigts, un signe tangible qu'il se rétablissait vraiment et que la pire partie de l'épreuve était passée. L'infirmière, entendant des voix de la chambre, entra rapidement pour vérifier l'état d'Alexander et fut visiblement émue de le voir conscient et parlant, commençant immédiatement à vérifier ses signes vitaux et à informer le médecin de son rétablissement. M. Alexander, vous êtes à l'hôpital et vous vous rétablissez. Les médecins disent que vous irez bien, mais vous devez vous reposer beaucoup.
expliqua Émilie à travers ses larmes de joie. Je suis restée ici avec vous tout le temps parce que je n'avais nulle part où aller et parce que je voulais m'assurer que vous saviez que vous n'étiez pas seul. Alexander lutta pour s'asseoir légèrement dans le lit, malgré les protestations de l'infirmière qui lui disait de rester allongé, clairement déterminé à avoir une conversation importante avec Émilie avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver. Son rétablissement n'en était qu'à ses débuts et chaque mouvement demandait un effort considérable, mais il y avait une urgence dans ses yeux qui parlait de questions émotionnelles qui devaient être résolues immédiatement. Il observa attentivement le visage d'Émilie, notant les marques d'épuisement et d'inquiétude qui témoignaient des jours qu'elle avait passés à son chevet, refusant de le laisser seul même lorsqu'elle n'avait aucune garantie qu'il survivrait. « Émilie, je dois te demander quelque chose qui me préoccupe depuis que je me suis réveillée. Pourquoi as-tu risqué ta vie pour sauver la mienne ?» demanda-t-il, sa voix gagnant un peu plus de force. La question d'Alexander frappa Émilie en plein cœur, la forçant à articuler des sentiments et des motivations qu'elle portait dans son jeune cœur mais n'avait jamais exprimés si directement. Elle essuya les larmes de ses yeux et prit une profonde inspiration, se préparant clairement à partager quelque chose de très personnel et important qui avait été façonné à la fois par ses enseignements familiaux et par ses récentes expériences de perte et de survie. Alexander attendit patiemment qu'elle organise ses pensées, reconnaissant que la réponse à sa question serait fondamentale pour comprendre la personne extraordinaire qui lui avait sauvé la vie grâce à un courage et une détermination qui dépassaient son âge. « Mon père m'a appris que nos talents doivent être utilisés pour protéger les bonnes personnes. Vous avez été la seule personne gentille avec moi après sa mort, dit-elle, la voix chargée d'émotion mais ferme dans sa conviction. Je ne pouvais pas laisser de mauvaises personnes vous faire du mal, pas quand vous étiez la seule personne à me traiter comme un être humain quand j'en avais le plus besoin. » La réponse d'Émilie révéla une profondeur de caractère et une clarté morale qui touchèrent profondément Alexander, lui montrant que derrière l'apparence d'un enfant vulnérable se cachait une personne avec des principes solides et une capacité extraordinaire d'amour et de loyauté. Il comprit que sa petite démonstration de gentillesse avait signifié beaucoup plus pour elle qu'il ne l'avait imaginé à l'époque, devenant un phare d'espoir dans une période de sa vie où elle avait tout perdu ce qu'elle connaissait et aimait. L'infirmière, qui avait discrètement écouté la conversation tout en vérifiant le matériel médical, était clairement émue par l'échange entre eux, reconnaissant qu'elle assistait à quelque chose de très spécial et de significatif. « Tu m'as sauvé la vie, Émilie, mais maintenant je réalise que tu as sauvé bien plus que cela. Tu m'as montré qu'il y a encore de la pure gentillesse dans le monde, et que parfois, elle vient des endroits les plus inattendus, » dit Alexander, la voix étranglée par l'émotion. Au cours des jours suivants, alors qu'Alexander se rétablissait progressivement et reprenait des forces, lui et Émilie passèrent de longues heures à parler de leur vie, de leurs rêves et de l'expérience traumatisante qui avait créé un lien profond et durable entre eux. Alexander était fasciné par les capacités linguistiques extraordinaires d'Émilie et l'éducation raffinée que son père lui avait fournie, reconnaissant qu'elle possédait un potentiel intellectuel qui méritait d'être nourri et développé. Émilie, à son tour, apprit sur la vie d'Alexander, ses entreprises prospères et sa solitude personnelle qui venait d'années passées à se concentrer sur le travail sans construire de liens familiaux significatifs. Progressivement, une idée commença à se former dans l'esprit d'Alexander, une solution qui pourrait bénéficier à tous les deux et honorer la mémoire du père d'Émilie tout en lui assurant un avenir brillant. « Émilie, as-tu pensé à ce que tu aimerais faire quand tu seras grande ? Avec ton talent pour les langues, tu pourrais devenir n'importe quoi, demanda-t-il lors d'une de leurs conversations. J'aimerais honorer la mémoire de mon père en aidant d'autres enfants comme il m'a aidé, mais d'abord, je dois finir ma propre éducation, répondit-elle pensivement. La réponse d'Émilie confirma à Alexander qu'elle avait hérité non seulement de l'intelligence de son père, mais aussi de sa compassion et de son désir d'utiliser ses dons pour aider les autres, des qualités qui la rendaient encore plus spéciale et précieuse à ses yeux. Pendant sa convalescence, il commença à passer des appels et à consulter des avocats sur les processus légaux nécessaires pour devenir le tuteur légal d'Émilie, déterminé à lui offrir non seulement un foyer sûr, mais aussi les opportunités éducatives que ses talents méritaient. Les autorités des services sociaux, qui cherchaient une solution à la situation d'Émilie depuis la mort de son père, furent impressionnés par le dévouement évident d'Alexander et le lien émotionnel sincère qui s'était développé entre eux. « Émilie, j'aimerais te proposer quelque chose qui pourrait changer nos vies pour le meilleur, » dit Alexander lorsqu'il fut enfin libéré de l'hôpital. « Que dirais-tu de venir vivre avec moi et que je devienne officiellement ton tuteur légal ?» La proposition d'Alexander laissa Émilie momentanément sans voix, non pas parce qu'elle ne souhaitait pas accepter, mais parce que cela semblait trop beau pour être vrai après tant de semaines d'incertitude et de peur pour son avenir.
Elle avait rêvé de la possibilité de trouver une famille qui l'aimerait et la valoriserait, mais n'avait jamais imaginé que cela pourrait se produire d'une manière si inattendue et parfaite. Alexander observa sa réaction avec anxiété, espérant clairement qu'elle accepterait, mais respectant aussi que c'était une décision importante qui devait être prise avec soin. « Est-ce que cela signifie que je serai vraiment ta fille? Et que je n'aurai plus jamais à vivre dans la rue ou dans des orphelinats ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'un espoir prudent. « Cela signifie que nous serions une vraie famille et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que tu aies toutes les opportunités que ton père aurait voulu pour toi, » répondit Alexander avec conviction. Émilie courut alors dans les bras d'Alexander et le serra de toutes ses forces, à ce moment-là, des larmes de bonheur coulant sur leurs deux visages. Une nouvelle famille était née de l'amour, du courage et de la gentillesse qui avait transformé une tragédie presque fatale en la plus belle des bénédictions. « Oui, papa Alexander, j'accepte d'être ta fille pour toujours, et je promets que j'utiliserai toujours mes dons pour aider les bonnes personnes, comme tu m'as appris que papa Robert l'aurait voulu, » dit-elle à travers des sanglots de bonheur. Et c'est ainsi qu'une fillette des rues au cœur innocent et bon, et un millionnaire véritablement charitable, sont devenus une famille. Maintenant, dites-moi dans les commentaires d'où vous venez et dites-moi, avez-vous aimé cette histoire? Alors, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et découvrez la prochaine qui vous attend ici à l'écran. Je vous attends.